100% PSG, le MAG. Pia Clément. Bonjour à tous, bienvenue dans 100% PSG Le Mag. Je suis particulièrement heureuse et même peut-être un petit peu fière d'avoir réuni dans ce studio les gens que j'ai réunis aujourd'hui. Vous savez que 100% PSG Le Mag, le principe, c'est qu'on met dans le même studio quelqu'un qui est lié à l'histoire du Paris Saint-Germain. Ça peut être un artiste qui est très très fan du club, ça peut être aussi un ancien joueur. Aujourd'hui, c'est un ancien président, on va évidemment tout vous expliquer, mais en tout cas, le principe de cette émission, c'est que 3 supporters sont aussi dans le studio et ils peuvent interagir avec l'invité, ils peuvent lui poser des questions, ils peuvent l'interviewer et surtout ils peuvent échanger. Ce soir, dans le studio, les 3 supporters sont Céline. Salut Céline. Salut Pia, salut tout le monde. Fred. Salut Fred. Bonjour à tous. Et Manu. Salut Manu. Bonjour Pia. En face de vous, tout à l'heure on vous présentera bien entendu tous les 3 parce que c'est très important, en particulier pour l'émission d'aujourd'hui, qu'on connaisse un peu votre histoire à vous avec le Paris Saint-Germain et votre histoire avec les tribunes du Parc des Princes. En face de vous, un ancien président du Paris Saint-Germain et pas n'importe lequel. Il est l'un des 3 présidents qui a laissé son nom personnel à quelque chose dans l'histoire du Paris Saint-Germain. On a eu Echter avec le maillot. On a eu Borelli avec la tribune et on a Monsieur Robin Leproux avec le plan Leproux. Bonjour Robin Leproux. Difficile à assumer comme comparaison. C'est pas le plus facile de laisser son nom à un plan. Voilà. Pour Daniel Echter, Francis Borelli, et avec le fameux plan Leproux, bon. J'aurais préféré laisser mon nom pour autre chose. Justement, vous avez dû porter sur vos épaules une forme de fardeau. La surprise du chef, c'est pas du tout ce à quoi vous vous attendiez, j'imagine, en signant comme président du Paris Saint-Germain. On va raconter cette histoire ensemble. Alors d'abord, je tiens à vous dire que nous ne sommes pas là pour réécrire l'histoire. L'histoire, elle est déjà écrite. Elle est comme elle est. Elle a du bon, elle a du mauvais. Elle est comme ça. On va pas la réécrire aujourd'hui. On n'est pas non plus là pour que chacun convainque les autres qui se sont trompés, que ce soit côté supporter ou côté président. On est là en revanche pour s'écouter et surtout pour que les gens qui vont nous écouter s'entendent raconter l'histoire du plan Leproux des 2 côtés de la barrière. Si on peut parler d'une barrière, on pourrait même parler, je pense, du mur de Berlin dans certains moments de l'histoire. En tout cas, voilà, que vous tous qui êtes là aujourd'hui, vous racontiez cette histoire telle que vous l'avez vécue. C'est un moment qui a été extrêmement marquant dans la vie des supporters qui ont été directement concernés. Ils sont 13 000. C'est aussi un moment, j'imagine, Monsieur Leproux, qui a été extrêmement marquant dans votre vie professionnelle et peut-être même personnelle. Les deux. Un moment, oui, un moment très dur. Un moment très dur. On va évidemment vous raconter tout ça. Avant qu'on commence, j'ai 2 choses à assumer devant vous tous. On en a déjà discuté à la fois avec vous, Monsieur Leproux, hier au téléphone, et à la fois avec vous 3 qui êtes là, Manu, Fred et Céline. J'ai pris 2 décisions avant ce podcast. La première décision, c'est de ne pas inviter, pour parler avec vous, Monsieur Leproux, des leaders des associations de supporters qui ont participé à la contestation à l'époque. Les 3 supporters qui sont là sont vraiment des supporters historiques qui étaient déjà dans les tribunes depuis longtemps, quand le plan Leproux est arrivé, mais ce ne sont pas des leaders parce que je voulais pas qu'on refasse l'histoire de la contestation avec ce jour-là vous m'avez dit que, et en fait non, voilà, c'était pas ce dont j'avais envie. Autre chose qui est plus difficile à assumer, il n'y a pas aujourd'hui de représentants de Boulogne. Ce n'est pas contre vous qui nous écoutez, qui étiez des supporters abonnés à Boulogne. Ce n'est pas du tout pour ça que j'ai pas fait venir de gens de Boulogne. Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un de gauche et que je n'aime pas les gens de droite. Ce n'est pas pour ces raisons-là. C'est parce que justement, je voulais pas qu'on recrée artificiellement le côté Auteuil-Boulogne avec le président au milieu qui doit se démerder entre les dissensions. Je voulais juste qu'on ait des supporters qui nous racontent leur vécu et le vécu que Manu, Fred et Céline vous allez nous raconter. C'est le même vécu finalement que ceux qui étaient du côté de Boulogne. Vous avez vécu la même chose. Le jour du dernier match PSG-Montpellier, vous êtes pour certains côté Auteuil et côté Boulogne, restés dans les tribunes parce que vous n'arriviez pas à partir. Donc en tout cas, sachez que si vous êtes des anciens de Boulogne, ce podcast, il est aussi pour vous. Il parle aussi de vous. Et c'est pas du tout de l'exclusion, le fait que vous soyez absent. Je sais que Robin Leproux, quand on s'est eu au téléphone, vous êtes étonné qu'il n'y ait pas de représentant de Boulogne. Oui, moi, j'aurais préféré vraiment avoir l'ensemble de la communauté des supporters représentés autour de la table, parce que si je suis ici, c'est parce que je devrais toujours, et c'est un devoir, m'expliquer de ce que j'ai dû faire pour essayer de sauver ce club. Et d'ailleurs, ce que je dis très sincèrement, c'est que si il y a une idée qui sort, on va dire, mais vous auriez dû plutôt faire ça. Et que ça, en réfléchissant, on se dit, oui, mais c'est vrai que ça aurait marché et ça aurait emmerdé moins de monde.
Il y avait peut-être j'avais moyen pas eu d'emmerder l'idée. moins de monde, effectivement. Oui, mais de solutionner, hein, surtout, Ouais, bien sûr. solutionner le problème. Et j'aurais préféré pouvoir échanger avec aussi des gens de Boulogne autour de la table. Ça, comme vous l'avez dit, c'est votre choix. Voilà. Exactement. Je l'assume aujourd'hui et on va commencer en présentant les 3 supporters qui sont là. 2 d'entre eux sont bien connus des auditeurs de l'émission et de moi, et vous êtes des amis, Manu et Céline. Fred, au contraire, je voulais absolument qu'il y ait aussi quelqu'un qui ne faisait pas partie de mon cercle de supporters. Juste au moment où son téléphone sonne, c'est nickel. Fred, on ne se connaît pas, on vient de se rencontrer et tu m'as été conseillé par Cyril Dubois, qui est l'avocat du collectif Ultra Paris et qui fait aussi partie des avocats qui ont participé à la contestation à l'époque. Est-ce que tu veux, toi, commencer en te présentant, Fred, en nous expliquant un peu qui tu es par rapport au PSG? Oui, bien sûr, volontiers. Oui, effectivement, j'ai été contacté par Cyril, donc, qui, toi, tu l'avais contacté, me proposant une entrevue avec 2 autres supporters du Paris Saint-Germain pour rencontrer Romain Leproux. J'ai pris ça comme une opportunité de pouvoir m'exprimer, de pouvoir rencontrer une personne qui a été au cœur d'une époque de ma vie qui a été assez marquante, à vrai dire. Et j'ai l'impression, à titre personnel, d'être... Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Frédéric. T'en as déjà gros sur la patate. Ouais, non, je suis Ouais. un petit peu... Je suis pas du tout habitué à ce genre d'exercice, donc ça explique une forme de nervosité dans ma voix. Ça va se décanter, je le sais. J'ai 43 ans. J'ai fait mon premier match au Parc des Princes avec mon père et mon frère en 1989. Entre 1989 et 1999, j'ai augmenté au fur et à mesure ma fréquence, ma fréquentation du Parc des Princes a augmenté régulièrement jusqu'à ce que je m'abonne en 99 au Virage Auteuil. Comment expliquer ce qu'est un supporter? C'est assez difficile. Je pense que les gens qui ont fréquenté des tribunes savent ce que ça peut représenter. Il y a un attachement géographique. Je suis francilien. Il y a un attachement au Parc des Princes, au lieu qu'est le Parc des Princes, aux vibrations qui règnent au Parc des Princes, qui m'ont tout de suite happé, qui happent beaucoup de personnes qui rentrent dans ce stade. Découvrir la pelouse verte en montant les marches pour accéder aux tribunes, c'est quelque chose d'assez fascinant. Je me suis jamais carté auprès d'associations de supporters qui étaient représentantes de ma tribune, les Supra, Lutèce Falco, Tigris Mystique. Je sais qu'il y a aussi d'autres déclinaisons d'associations. Je connais pas tout par cœur, je ne connais pas leur histoire par cœur. Je les ai approchés, j'en ai rencontré, mais j'ai toujours été une forme d'indépendant. Je sais que c'est un mot qui est toujours un peu touchy, mais simplement... Les indeps. on est Ça veut dire d'accord. quelque chose pour les tribunes. Et donc, j'ai pu assister effectivement à une évolution dans les tribunes de l'ambiance. Je pense qu'on va refaire tout ça tous ensemble. Et donc, je fais mon dernier match au Parc des Princes en tant qu'abonné le jour de PSG Montpellier. À titre personnel, je ne me suis plus jamais réabonné. J'ai contesté votre plan, à titre personnel, par mes propres moyens, avec le sentiment d'agir juste. Au fur et à mesure, je me suis éloigné des tribunes et aujourd'hui, je suis encore le PSG. Je retourne épisodiquement voir le Paris Saint-Germain. J'évite le Parc des Princes parfois parce qu'il me peine d'y retourner. Je ressens une forme de drôle de mélancolie. Simplement, j'ai quand même 2 enfants aujourd'hui, âgés de 8 et 12 ans, qui sont morts du foot et qui veulent aller au Parc des Princes. Eh oui. Je pense que je leur dois de les emmener. Simplement, il y a d'autres prérogatives aujourd'hui qui font que c'est difficile d'y aller fréquemment. Une des principales raisons est le prix des places, même l'accès aux places. Présentation la plus longue de l'histoire. C'était très intéressant, cela dit. Est-ce Je que tu es m'arrête là. d'accord pour que, voilà, de toute façon, on va reparler de tout ça, on va poursuivre tout ça tous ensemble. Donc voilà, ici, Fred, il représente... personne ne représente personne ici, mais Fred, en tout cas, fait partie des supporters qui ne se sont pas réabonnés. Et il y en a beaucoup dans les supporters qui ont perdu leur abonnement au moment du plan Le Proux. À côté de toi, Manu Kéan. Manu, grand habitué de mes émissions, grand connaisseur de l'histoire du PSG. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu, rapidement, ton histoire avec le PSG, Manu?
Eh ben donc moi oui, donc Manu, 45 ans, moi je suis supporter du PSG depuis le tout début des années 90. J'étais voir mon premier match au Parc en 1992. Abonné en virage Auteuil depuis la saison 96-97. Je me suis carté assez vite au Supras. Je suis resté carté jusqu'au au tout début des années 2000 à peu près. Et donc voilà, des années d'abonnement ininterrompu dans ce virage, jusqu'au au fameux plan donc, que j'avais désapprouvé à l'époque, hein, bien sûr, comme beaucoup de collègues de ma tribune, avec mes amis présents en tribune. Alors donc moi, j'étais plus affilié à aucune association, hein, on n'était plus carté nulle part. On avait pris néanmoins la décision de rester abonné. Bon, en subissant les affres à chaque fois de l'achat des places en aléatoire. Voilà, Vous étiez combien? Vous étiez plus ou moins que 5? Alors, on était 6 au départ, c'était pile Ouais. le nombre. Et puis après, on a fait connaissance avec d'autres groupes d'abonnés. Donc du coup, maintenant, on est on est une vingtaine de On est personnes 1000. à être abonnés un petit peu toujours au même endroit. Donc C'est le toi, petit côté sympa. tu es resté Je abonné suis resté abonné, voilà. non-stop. Tout à fait. Même en Et je le suis. 2011, tu étais Ouais, encore même là. même en 2011, l'époque voilà, où les supporters visiteurs au parc étaient chez eux. On a connu quelques expériences douloureuses avec ça. Mais ouais, je suis resté abonné tout le temps. Ouais. Céline, toi aussi, tu es bien connue des auditeurs des émissions de France Bleu Paris. Toi aussi, ton histoire est longue avec le Paris Saint-Germain. Tu es un peu plus jeune que les garçons. Ouais, ça ira plus vite. Mais donc, tu es arrivée au parc plus jeune qu'eux aussi, je pense. Très jeune, enfant. Moi, mon premier match, effectivement, alors j'ai Céline, 38 ans. J'ai commencé à encourager, supporter le PSG dans les années 95-96. Un premier match en décembre 96. Mhm. Qui a été le début d'une longue série et d'une passion incommensurable. Donc pendant 10 ans, comme Fred, j'allais de plus en plus voir de matchs avec mon papa, avec mes oncles. Et puis petit à petit, j'ai grandi, donc j'ai pu y aller par mes propres moyens. Mes premiers déplacements au milieu des années 2000 en indépendant. Dans les années 2007-2009, j'allais très régulièrement au parc en profitant des abos des copains. En fait, on avait, à l'époque, on pouvait très facilement se passer sa carte d'abonné. J'ai fait des saisons presque complètes, mais en naviguant de tribune en tribune. J'ai pu aller à Boulogne avec les Authentiques, aller à Auteuil. Enfin voilà, c'était très varié. Et puis en 2009, voilà, le début de ma vie d'abonné, mais qui a très vite pris fin, puisque l'année suivante, l'annonce du plan Le Prou. Donc pour moi, ça a été une catastrophe, parce qu'en fait, c'est ce que j'attendais depuis 15 ans. Et là, c'était un coup d'arrêt à ma passion, à ma vie. Donc voilà, ça a été un sentiment un peu, comme pour nous tous, hein, assez terrible. Mais c'est vrai que moi, je fais partie de ces supporters qui n'ont pas réussi à couper le Parc des Princes. J'ai continué à aller, du coup, cette première année où les places à l'époque étaient gratuites pour les filles. Il suffisait de passer un coup de fil à la billetterie et dire bonjour, je voudrais aller à tel match, est-ce que je peux avoir une place? On m'envoyait une place. Avec un sentiment un peu de culpabilité aussi, parce que j'avais envie de ne pas y aller, mais je ne pouvais pas. Parce que c'était enfin le parc s'offrait à moi de façon régulière, et donc j'ai pas réussi à couper. Et puis l'année suivante, la reprise des abonnements aléatoires, avec une pointe au cœur, parce que quand on se retrouve pas dans sa tribune de prédilection, parce que moi c'était une affection pour Auteuil, voilà, c'était un peu beaucoup difficile. Mais voilà, je n'ai pas quitté les travées du parc. J'ai pu retourner à Auteuil quand les abonnements ont pu se choisir. En 2016. En 2016, Carte Cup, mais non adhérente à un groupe du Cup. Voilà, je garde aussi ma liberté, et puis voilà, toujours aussi passionnée, même si beaucoup de choses ont changé. Et alors, Robin Ouais. Le Proust, Céline, elle a apporté une petite surprise. C'est un article de Direct PSG. Vous êtes en photo avec Céline après le plan, puisqu'elle a fait partie de supporters que vous avez reçus Oui. voilà, au Parc des Princes pour des discussions. Alors, je sais pas, c'était au parc? C'était au parc. Ouais. Effectivement, en fait, c'est une rencontre qui a été organisée à l'initiative du PSG, justement pour que le président rencontre des supporters, puisse expliquer à la fois ce qui se passait au sujet du plan Le Prou, mais aussi d'évoquer la saison, les recrutements et l'avenir du club en tant qu'équipe. Voilà, c'était une rencontre qui, à l'époque, m'avait profondément marquée, et j'ai encore en tête des mots forts du président Le Prou sur cette décision, sur ce qui avait pu le marquer en rencontrant les parents de Yann Laurence. Et effectivement, moi, j'étais venue avec des dents
bien sorti, très un peu acerbe et avec beaucoup de rancœur, de rancune hein, presque. Mais c'est vrai qu'en écoutant ces paroles, je me suis quand même aussi adoucie et on a pu voir un peu autre chose que celui qui portait le plan Le Proux. Et on a vu un homme derrière aussi qui avait comment dire, toute cette souffrance, tout ce poids, toute cette responsabilité-là. Et même si aujourd'hui je comprends toujours pas ce plan, voilà, Comment tu en comprends certains éléments? certains éléments, certains aspects, et effectivement la portée de ce plan. Monsieur Le Proux, justement, l'idée, c'est qu'on commence en découvrant qui vous êtes. Parce que finalement, on le sait assez peu. On peut aller sur Wikipédia, trouver des éléments sur vous. Mais maintenant, on va vous demander, nous tous ensemble, de nous raconter qui vous êtes. Et puis après, on racontera la création du plan Le Proux et comment cette histoire s'est construite. 100% PSG, l'interview. Est-ce que vous pouvez nous dire là, comme ça, de but en blanc, qui vous êtes? Qu'est-ce que vous répondriez à cette question qui est hyper difficile et qui est quasiment philosophique? Non, mais je ne vais pas parler de ma dimension familiale, du père de famille, d'où je viens et qui je suis. Bah, d'abord, pour rester dans le contexte de nos échanges aujourd'hui, moi je suis un Parisien. Mon grand-père était chauffeur de taxi à Paris, mon père était garçon de café, puis barman, puis avec ma mère ils ont créé le Golfe Drouot, un endroit où on démarrait les vedettes de la chanson des années 60-70. Et j'ai toujours... je viens donc de milieux populaires, très populaires. Mes parents n'étaient pas du tout diplômés. Moi, ils m'ont demandé de faire des études. J'ai fait bon an, mal an les études que j'ai faites. Mais je suis viscéralement donc parisien. Et pour faire, quand je fais un peu de provocation, je dis même parisien rive droite. C'est-à-dire que pour moi, c'est les grands boulevards, les Champs-Élysées, la Butte, Montmartre, c'est le Paris populaire qui est là, et puis en souriant par opposition au Paris intellectuel de la rive gauche. Voilà. Donc je suis viscéralement parisien et joueur de foot, puisque j'ai 45 ans de licence de foot dans les jambes. 2 fois les ligaments, comme tout sportif amateur qui a joué. Et j'ai dû écumer une dizaine de clubs de la région parisienne de foot. Donc je suis allé très très tôt au parc. À l'époque, il y avait le petit train. J'habitais à la Porte d'Asnières. On prenait à Pont-Cardinet. On arrivait à Auteuil. On a vécu ça. Donc je suis allé au parc toutes les années depuis assez jeune, depuis petit. Hein. Et donc Paris, c'est ma ville. Le PSG, c'est mon club. Voilà. J'ai toujours voulu travailler dans des métiers de l'industrie du loisir, les métiers marrants. J'ai commencé dans la musique, ensuite la télévision, la radio, le foot. Et on va basculer un peu dans ce sur quoi on va pouvoir parler ensemble. C'est que je suis allé dans ces métiers parce que je trouvais ça marrant, quoi. Tous ces métiers, c'est sympa, hein, quand même. Tout le monde a envie d'aller bosser dans la musique. Vous avez dû bien vous marrer au PSG, dis donc. Et j'étais arrivé au PSG lorsqu'on m'a proposé le job. Je trouvais ça génial. J'étais allé pour développer le PSG. Par exemple, chez M6, j'étais vice-président d'M6. J'avais fait toute la diversification d'M6. J'avais fait les dance machines, les poetic lovers, les classes mannequins, les machins, les pins, toutes les bêtises, tous les trucs un peu, mais les trucs rigolos, quoi. J'avais fait des choses plus sérieuses comme le téléachat, le machin. J'avais fait toute la diversification du PSG. Et on m'avait d'ailleurs, je pense, embauché, oui, parce que je connaissais un peu le foot, puisque lorsque j'étais chez M6, par ma fonction chez M6, j'ai été administrateur des Girondins, puisque M6 avait la propriété des Girondins de Bordeaux. Donc j'ai vu comment fonctionnait l'économie d'un club de foot dans ces années-là, pendant 7 ans. Donc j'arrive au PSG pour développer le club, pour l'aider à développer sportivement, mais aussi économiquement, parce que je me souviens du budget, quand j'arrive, tout l'argent du fonds colonie est dépensé. Je crois que j'ai eu le plus petit budget de l'histoire du PSG. Et je montrais Néné, là, qu'à l'époque, j'avais débauché de Monaco pour 5 millions d'euros, hein, quand même. Coup de maître. 5 millions d'euros, vous avez un petit doigt d'un joueur aujourd'hui. Hein. Ouais. C'était le meilleur joueur du championnat, un joueur formidable, comme on les aime. J'avais préparé mon truc depuis très très longtemps. Ça voilà, c'était mon métier, je savais faire. Et puis je suis tombé sur le paroxysme de la violence qu'on subissait depuis 10, 15, 20 ans, avec le deuxième mort en 3 ans.
Voilà. C'est-à-dire Yann Laurence. Est-ce que vous avez des questions, Céline, Fred et Manu, d'abord sur la vie hors PSG de Robin Leproux? Vous saviez qu'il jouait au foot? Non, pas du tout. Moi, j'ignorais. Ça vous étonne? Oh, pas Non, du tout. non. Bon, non, absolument pas. Vous Moi, savez- j'apprends avec plaisir son attachement au Paris Saint-Germain. Pas que j'en doutais particulièrement, mais c'est juste que j'en avais pas la connaissance. Moi non plus. Je savais pas du tout que vous alliez au parc quand vous étiez jeune. C'est quelque chose qu'on Non, apprend parce là. que bon, là, vous voyez, je suis pas sur les réseaux, je me mets pas gratuitement en scène, je fais pas n'importe quoi. Les métiers je dirais, dans les secteurs un peu d'entertainment, de loisirs marrants. J'essaye, à un moment, quand vous êtes dirigeant, j'étais président d'RTL, j'avais déjà vécu une première crise. Je ne pense pas qu'il y ait eu un média leader dans un grand pays occidental, qui a perdu 40% de son audience en 6 mois. Bon, on m'a embauché à la présidence d'RTL pour redresser RTL, donc le vivre ensemble, c'est moi qui l'ai lancé. La grille d'aujourd'hui avec Courbet, on refait le match avec Sacomano, etc. C'est vrai, Bon. ouais. Donc, mais en fait, je suis dans ces secteurs plutôt rigolos, mais à un moment, le poids des responsabilités oblige à être un peu sérieux. Voilà, et être sérieux. Donc, vous aviez l'image de quelqu'un de sérieux, un peu. Voilà. Bon, mais après, une fois que je sors du boulot, je m'amuse. Qui vous a contacté pour venir au PSG? Quelle est la personne qui vous a passé un coup de fil? Ah bah c'est Sébastien Bazin Bazin qui devait quitter la présidence parce que son patron lui avait dit t'es président d'un fonds d'investissement, tu vas pas passer ton temps à t'occuper d'un club. Nasser, donc, il y arrive bien. Hein. Il est président de 50 000 trucs et il y C'est arrive. peut-être pas la meilleure chose. Ou pas. Non, Oui, mais c'est pas le même rapport parce que Sébastien, il était en fait l'employé du patron de son fonds. Qui disait ton boulot, c'est de développer le fonds, c'est pas Bien sûr. le PSG. Justement, le PSG est un des actifs que tu as. Donc, il cherchait quelqu'un qui puisse prendre la présidence. Je pense qu'il s'est dit oui, il a l'expérience un peu du foot. Au PSG, il faut savoir connaître savoir communiquer, c'est-à-dire de connaître les médias, que ça rende pas non plus fou, que les gens se prennent pas. Faut pas faire n'importe quoi quand on est au PSG. Hein, quand même. Là encore, déjà, la responsabilité est très importante vis-à-vis des fans du club, des ultras, des gens investis dans le club, mais vis-à-vis de la société que vous représentez, des employés. Donc Bazin, voilà, me propose ce job sur lequel je dis oui tout de suite. Hein. Vous, les supporters, quand Robin Leproux arrive, est-ce que d'abord vous savez qui c'est à l'époque et comment vous voyez cette arrivée? À l'époque, on ne sait pas trop. Manu? Non, c'était clairement une inconnue pour nous. Puis c'est vrai qu'on l'a pas forcément accueilli on n'a pas forcément vu cette arrivée d'un très bon œil. C'était pas contre Robin Leproux personnellement d'ailleurs, mais bon, on était un petit peu lassés, toutes les turbitudes, la gestion, colonie capitale, tout ça. On voyait bien que le club, après la période dorée Canal+, sportivement, ça commençait à s'enliser assez sérieusement. Bon, il y a eu la saison 2008 qui avait été pas mal, mais on pouvait légitimement douter des ambitions du club à lutter au plus haut niveau. Oui, il faut même rajouter européen. que il y avait un président qui parlait beaucoup plus aux gens investis dans le club et fans du club, qui était Alain Kézac, qui était une personnalité beaucoup plus référencée que moi. Et c'est plutôt... lorsque c'était Colonie, le propriétaire du parc, c'était d'ailleurs le premier choix, c'était Alain. Et Alain, que j'adore, hein, et avec lequel je suis très proche, il a vécu des années. Moi, je lui dis, ce que tu as vécu avec le dernier match où tu as failli descendre en Ligue 2, je lui dis, alors là, moi, j'ai vécu des trucs durs, mais alors ça, je sais pas. Bon. Donc, lui, il a eu quand même des vraies contre-performances sportives, mais c'était lui, normalement, qui devait incarner, parce qu'il était beaucoup plus foot et référencé au PSG que quelqu'un comme moi, qui était complètement inconnu de la communauté des abonnés du parc. Céline? Mais c'était un nouveau président. Enfin, on faisait d'enchaîner. Il y a eu Gras, il y a eu Perper, il y a eu Kézac, il y a eu Bazin. Du coup, c'était encore un manque de stabilité dans un PSG qui vacillait déjà pas mal sur le plan des résultats. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on reste un peu dubitatif et on n'a pas forcément d'avis parce qu'on ne sait pas où on va. Je crois que c'est surtout Fred, ça. t'as quel souvenir? Alors, je partage complètement l'avis de Manu et de Céline. À ce moment-là, on se dit, bon, on va voir quoi. On était déjà potes, enfin je pense, à titre personnel, moi je regardais pas d'un méga bon œil
la présence de colonies capitales. On pouvait lire par voie de presse des projets divers et variés autour du Parc des Princes, autour de ci, autour de ça. On voyait pas bien ce qui se dessinait pour le club, quoi. On n'arrivait pas à y voir très clair. Et après, on subit, nous, quand on est en tribune. ça, c'est sûr. On regarde ça et puis on croise les doigts que ça se passe bien, quoi. Robin Leproux, quand Sébastien Bazin vous propose le poste, vous qui nous avez raconté que vous avez aimé dans votre carrière, voilà, les choses aussi, l'entertainment aussi, ça fait partie des choses qui ont mené votre carrière. À quoi vous vous attendez en venant au PSG? Vous vous dites ça va être la machine à laver, ça tout le monde le sait, ça va être fatigant, mais vous vous attendez à quel genre de saison? Enfin, moi, j'y vais confiant, parce que j'ai quand même 50 ans, j'ai une certaine expérience professionnelle, je connais bien la communauté des journalistes, j'en connais beaucoup, j'ai dirigé des médias, bon. Et le foot, donc j'ai pu voir aussi un club, bon. Avec Bordeaux. Donc avec Bordeaux. Donc j'y vais assez confiant. Je sais ce que... D'ailleurs, je dialogue très très vite avec les ultras. Très vite. Alors, c'est pas la question. Je ne demande pas de m'aimer, les ultras. Je leur dis, je suis au service du club. J'ai le plus petit budget, mais on va essayer sportivement de tenir la route. Et d'ailleurs, les 2 saisons que j'ai vécues, franchement, étaient 2 bonnes saisons sportives. On finit, je crois, 4e la première saison. On gagne une Coupe de France. Non, 13e. Pardon ? La première gagne la saison, on deuxième, finit c'est la 13e. On finit Ouais. 4e, voilà. Oui, Moi, ouais. je mélangeais deux. Oui, c'est la première où Effectivement, il y a la on fait Coupe de 2 France. finales de Coupe de France. Non, mais 2 finales de Coupe de France, quand même. Avec C'était moi, le Graal à j'ai eu l'époque. beaucoup. Pardon ? C'était le Graal, une Coupe de France Mais bien à sûr, l'époque. mais je sais. C'était nos l'importance, objectifs. mais vous imaginez pas, d'ailleurs, moi, la pression, je me la mettais sur le plan sportif. J'avais Antoine Camboiré comme entraîneur, qui est un personnage que j'adore, mais je pourrais en parler des heures d'Antoine, et qui est absolument... c'est un Ilien, c'est un Canaque, c'est un personnage complètement entier. Il voit arriver le Prou, il se dit, c'est le techno-financier de chez Colony, vous n'avez même pas le droit de rentrer dans le vestiaire et tout. Bon, enfin, mon Antoine... Il faut vraiment établir un rapport de confiance, et ce qu'on a fait quand même assez rapidement. Et puis, on a construit d'abord un groupe qui était assez homogène, avec des gens qui étaient... Vous vous souvenez des anciens joueurs, d'autres... C'était pas mal. L'apport de Néné, la 2e année, nous donne énormément. C'est un très bon signe aussi. Voilà, j'étais venu pour tout ça. Et on était en train, petit à petit, de réussir à construire ça. Mais... je voyais monter quand même les fights, pour arriver au cœur de sujet, les fights de plus en plus intenses, de plus en plus violents, jusqu'au paroxysme qu'on va évoquer. C'était la principale inquiétude. Le reste, j'avais eu des... C'était pas facile de sauver RTL, c'était pas facile de développer M6. Quand je suis arrivé chez M6 en 92, on perdait 1 million de francs par jour. On se lève le matin, on perd 1 million de francs par jour. Il faut monter la diversification après, parce que bon, et voilà, c'est donc ce sujet de violence dans le parc qui commence à m'inquiéter de plus en plus, et puis qui à un moment nous amène après quasi disparition du club, quoi. Au niveau du temps que vous passez en tant que président, vous arrivez, vous pensez football, à partir de quel... Donc vous arrivez en septembre 2009. La catastrophe va arriver en février, on va en parler, c'est-à-dire la mort de Yann Laurence. À partir de quel moment ça commence à devenir un sujet qui est beaucoup plus prenant que ce à quoi vous vous attendiez? Tout de suite? Ça devient un sujet le cœur du parc, et tous les gens qui vivent pour le PSG et qui vont voir des matchs, ils la voient, cette violence. Ce que je décris là, vous l'avez ressenti, ces failles de plus en plus dures, ou même à l'extérieur, ils se cherchaient de plus en plus, ils se donnaient même des rendez-vous. Tout ce vous le saviez, vous le connaissiez, vous le viviez quand vous allez au parc. Moi, je peux rajouter quelque chose que je voyais monter très, très, très fort. Et puis d'ailleurs, je vous l'ai envoyé, il y a des journalistes qui disaient il faut dissoudre le PSG, c'est plus possible. Il y avait une pression, si vous voulez, du monde économique, politique et de certains journalistes. Et ça, je sentais la pression sur moi arriver, et de plus en plus significative. Il faut que ça s'arrête, cette violence. C'est plus possible. On ne peut pas mettre autant de CRS, on ne peut pas machin, un jour va y avoir, etc., etc. Et comme toujours, il y a des courants politiques qui s'opposent, il y a des oppositions personnelles, il y a des gens dans les associations, et ça, oui, je n'en avais pas conscience, et je l'ai vécu de plus en plus intensément au fur et à mesure. Est-ce que ça vous est arrivé de
marcher aux abords du parc les soirs de match, l'avant-match. Ça vous est arrivé d'être parfois dans cette ambiance-là? Avant le plan, oui, bien Oui, sûr. avant le plan. Avant le plan, bien sûr. Donc là, c'était des situations, Manu, Fred et Céline, Mais- vous pouvez en témoigner. L'ambiance, je ne sais pas si vous pouvez nous raconter, pour ceux qui n'ont pas vécu ça, l'ambiance autour du Parc des Princes, les soirs de match à cette époque-là. Moi, ce dont je me souviens surtout, alors bon, ça fera peut-être partie des raisons qu'on va évoquer tout à l'heure qui ont motivé ce plan-là, mais moi, je me souviens donc quand il y avait eu ce drame donc au cours de ce match PSG-OM, c'était l'ambiance apocalyptique qu'il y avait. Il y a eu quelques matchs. Bon, le match il était en février, je crois. Il y avait eu quelques matchs encore avant la fin de saison et avant ce fameux PSG Montpellier. Et les trois quarts des chants pendant les matchs, c'était entre Auteuil et Boulogne, c'était que des chants d'insultes, des chants de provocation. Il y avait une tension qui était vraiment extrême. Et moi j'étais à Auteuil. Quand on sortait d'Auteuil, il y avait des gars de Boulogne qui attendaient. Il y avait des invectives, il y avait des provocations. Moi, j'en étais arrivé au point où je faisais attention quand j'arrivais à ma gare, je faisais attention quand je récupérais ma voiture, parce que on ne sait pas ce qui peut se passer. Enfin, quand on voit que Yann Laurence qui est tombé dans un traquenard, on connaît pas toutes les circonstances, mais bref, et on s'était senti en danger. Et c'est vrai que ce plan, il avait été très très dur à accepter, mais il avait eu au moins ce mérite de mettre fin à cet antagonisme qui se serait pas arrêté comme ça. Mortifère, quoi. Ça c'est sûr. Voilà, c'était extrêmement toxique, extrêmement tendu. Fred, t'avais ce ressenti-là aussi à l'époque? Oui et non, c'était extrêmement triste de se rendre au Parc des Princes à cette époque-là. Le soir de PSG Marseille est de loin le soir le plus triste que j'ai pu vivre en tribune. Hélas, il y avait des éléments annonciateurs de l'arrivée d'un drame aussi, de la mort d'une personne autour du Parc des Princes. C'est comme un flou. J'essaye de me remémorer la période entre ce PSG Marseille et ce PSG Montpellier. J'ai pas de souvenir. Je pense que je n'y suis pas allé tant que ça, à vrai dire. Je pense que j'y suis allé une fois ou deux et c'était pour moi en fait quelque chose de magique au Parc des Princes. Ça a toujours été les échanges Auteuil-Boulogne. Les échanges là étaient volontairement lancés pour s'insulter. Moi, je pouvais avoir des débats au sein même de ma propre tribune. On n'était pas tous d'accord sur la façon d'agir. Je pense que j'y suis pas allé tant que ça. Donc, c'est en tout cas extrêmement désagréable. On en parle depuis tout à l'heure, on va y arriver à cette soirée du 28 février 2010. Donc on est sur un PSG-OM et 1 heure avant le match. On va pas raconter les faits parce que tout le monde n'est pas d'accord sur ce qui s'est passé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Yann Laurence, un supporter qui est abonné du côté de Boulogne, est tué par des supporters qui sont abonnés du côté d'Auteuil, dont un qui a été par la suite, en 2016, condamné à 5 ans de prison, dont 3 ans ferme, et un autre qui a été acquitté. Robin Leproux, ce soir-là, est-ce que vous sentez avant le match cette tension? Oui, je la sens et on la sent très intensément, mais on la sent, et ce qui vient d'être dit est très significatif aussi. On la sentait monter les matchs aussi précédents et aussi les matchs à l'extérieur. C'est-à-dire qu'au parc, on avait les 3 quarts du temps, les machins, Auteuil, machin, et c'était des insultes, mais à la limite, on pense, les gens venaient pas regarder un match, ils s'intéressaient pas au match, ils venaient s'insulter et en découdre. Voilà où on en était arrivé. Il a fallu que ce soit ce soir funeste de PSG-OM, mais ça aurait pu arriver le match précédent aussi, parce que ça montait comme ça, et je l'ai ressenti de manière évidente. Vous étiez où pendant le PSG-OM? Enfin, c'était avant le match, donc c'était même avant, c'était 1 heure avant le match. Non, mais j'étais dans le stade comme un président, il accueille son homologue, il parle avec son coach, il va voir les joueurs, il peut croiser peut-être des personnalités, des sponsors. Voilà, j'étais là et on m'alerte rapidement sur les échauffourées terribles qu'il y a, les bagarres, l'intensité des bagarres, et puis un homme à terre, etc., etc. Et puis les nouvelles deviennent de plus en plus dramatiques. Comment vous vivez ça? Qui est autour de vous à ce moment-là? Qui sont les personnes qui sont un peu vos piliers dans cette crise-là? Les piliers, ce sont les gens les proches salariés du club. On peut parler du coach, on peut parler... Antoine Comboiré, donc. Voilà. On peut parler du directeur financier. Philippe Boindrieux. Voilà, du directeur de la com. Enfin, les gens qui sont autour. Mais on est quand même très seul à ce moment-là. Voilà. C'est parce qu'on se tourne vers le président. Moi, on ne m'a pas mis un pistolet sur la tempe pour être président du PSG.
Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que j'ai accepté ce job et je suis obligé d'en accepter toutes les composantes et ce que j'ai dû faire et m'en expliquer pour toujours. Parce que j'avais pas d'excellents, j'avais des rapports confiants avec les groupes d'ultra. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a même eu la Grippa cette saison-là. Je vais venir un TGV, loue un TGV pour descendre à Marseille. Les Marseillais arrivent à l'Arbalète. Enfin, c'est déjà des boucheries incroyables. Et moi, j'avais traversé ce TGV sans garde du corps, au milieu des ultras, parce que j'avais rien à me reprocher. Je voulais leur montrer mon rôle de président, ma sincérité au club, mon engagement, voilà, jusqu'au fameux plan Le Prou. Mais qui a-t-on autour de soi? On est seul. Et on est seul, non seulement parce que l'ensemble des co-dirigeants du club et l'actionnaire se tournent vers vous, vous regardent, qu'est-ce qu'on fait, et le monde politique, économique, alors là, vous interpelle. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? C'est plus possible. Le PSG est une entreprise, c'est plus fréquentable, machin, ça doit disparaître. Un journaliste célèbre, on peut encore regarder sur YouTube ou sur Dailymotion aujourd'hui, qui dit qu'il faut dissoudre le PSG, il faut le faire jouer au Stade de France, il faut en faire une société d'économie mixte. Voilà, nous, on voulait faire disparaître le club, parce que de toute façon, c'était fini. On était racistes, violents, et on avait montré qu'on était capable de s'entretuer 2 morts en 3 ans. Parce qu'on n'oublie pas Julien Kemenor, dont on ne parlera pas beaucoup ce soir, mais qui est décédé en 2006, dans un soir de match contre l'Hapoel Tel Aviv et qui avait été tué par un policier. Antoine Granomort. Donc, effectivement, la situation était catastrophique. Est-ce que, autour de la table, Céline, par exemple, est-ce qu'à ce moment-là, le soir où Yann Laurence est massacré, est-ce que tu te dis le PSG peut disparaître? Ouais, j'ai peur. Parce que c'est effectivement un peu le sens du vent de tous les journalistes. Mais on le sent monter depuis des années. Déjà, il y a eu cette banderole à l'époque qui avait fait un tollé. Et déjà, de les ch'tis, tu parles? Oui, exactement. Et moi, depuis ce moment-là, j'ai le sentiment qu'un peu c'est le club à abattre, le club à faire disparaître, parce que c'est le mauvais élève dans ce paysage footballistique. Ce qui n'est pas faux. Il y a des gros problèmes, quoi. Donc, oui, non, mais évidemment. Après, je n'irai pas pointer du doigt ceux des autres. Mais il y avait des choses à faire, effectivement. Mais on sent à ce moment-là qu'il s'est passé... Il y a un point de non-retour. Il y a un drame qui s'est passé, c'est sans doute le... C'est le terme, c'est vraiment ça, il y a un point de non-retour. Et effectivement, je sens qu'il va y avoir une pression monumentale pour qu'il y ait des décisions fortes de prise. Donc j'ai très peur de ça. J'ai très peur effectivement pour moi qui accède enfin à ce plaisir de pouvoir supporter mon club, de voir tout s'arrêter du jour au lendemain, alors que c'est tout ce que j'ai espéré. Donc et on est dans un flou comme ça, en se demandant ce qui va se passer. Et c'est particulièrement désagréable. Alors si pour nous ça l'est en tant que supporter, j'imagine même pas ce que ça doit être pour les dirigeants en place. Vous avez évoqué le fait qu'on se sente seul, Robin Le Proux, dans ces situations quand on est dirigeant. Je vais d'abord poser la question aux supporters et ensuite je vous la poserai à vous. Manu, Fred et Céline, mais je vais demander à Manu, Fred, tu viens de parler. Est-ce que vous vous êtes demandé, pendant toutes les années qui ont précédé, pourquoi les autorités laissaient cette situation prospérer? Pourquoi le ministère de l'Intérieur, pourquoi la préfecture de police n'intervenait pas pour que les choses s'arrêtent? Manu. Je pense qu'il y a eu différentes formes d'abandon. Je pense qu'aussi, je pense que les présidents qui avaient été en place ne faisaient pas non plus fondamentalement tout pour que les choses cessent. Moi, j'ai eu le souvenir de plusieurs. Quand les épisodes des violences avaient vraiment démarré déjà un peu dès les années 90. Le fameux PSG Caen qui avait complètement dégénéré. Il y avait la politique de Michel Denisot, c'était un peu de se laver les mains. Il fallait pas se mettre les associations à dos, donc fallait surtout pas. Il avait même fait mettre au niveau du département supporter des anciens de la tribune. C'était des décisions un petit peu particulières. Donc, il y avait pas, on sentait pas une volonté farouche des présidents de club d'éradiquer vraiment ce problème, enfin de le prendre à bras le corps, on va dire. Et donc, forcément, tant que la situation dégénère pas jusqu'au drame, comme bien souvent, malheureusement, il faut attendre qu'il y ait un drame pour que les gens bougent. Moi, j'ai jamais senti une volonté farouche de mettre vraiment face à ça. Enfin, c'est des petites mesurettes. Moi, comme on dit, il y avait des interdictions de stade préventives, mais un vrai plan d'ampleur comme ça pour mettre fin au truc. Alors que oui, effectivement, il aurait fallu faire des interdictions de stade effectives
pour tous les fauteurs de troubles, parce que c'était relativement facile de les identifier, mais j'ai l'impression que personne n'a voulu prendre ce problème à bras le corps. Personne n'a été très courageux autour du Paris Saint-Germain. Fred, t'as déjà eu ce sentiment d'abandon à certains moments, de te dire mais qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi les gens qui sont violents, les gens qui font, je sais pas, je veux pas, enfin bref, les gens qui posent problème, pourquoi ils sont encore dans le stade? Mais c'est ma question. C'est la question, moi, qui fait que aussi j'ai accepté de venir, et quand on m'a proposé de venir ici, je suis pas sûr d'obtenir des réponses. En tout cas, je sais que je m'approche de plus en plus de pouvoir avoir des éléments de réponse. Je ne conçois pas qu'on puisse être violent physiquement tout court, moi. Donc, dans un stade non plus. J'adore le chambrage, j'adore tout ça. Les limites sont super difficiles à poser. Mais pourquoi? Ça oui. Fréquentant le parc depuis, je vous ai dit, 1989, depuis ce temps-là, je vois des trucs bizarroïdes. Pourquoi, Robin, le pro? Pourquoi avant votre arrivée? Pourquoi? Je ne peux pas répondre à ça. Mais c'est quand même non, incroyable. Non, vous avez raison de vous être tourné vers ceux qui ont vécu la progression. Moi, j'allais au parc, je voyais les mêmes choses que vous, mais beaucoup moins engagés que votre passion, votre passion pour le club. Même si vous avez compris que c'est mon club, c'est ma ville et que j'y allais extrêmement souvent, etc. Mais j'ai jamais été dans les groupes de supporters ultra. D'ailleurs, je fais toujours la différence, comme je dis, une formule entre les ultras et les ultra-violents. Voilà, pour moi, les ultras, c'est absolument nécessaire. Les gens hyper engagés dans un club qui le font vivre, qui envoient des... voilà, le parc est un endroit comme nul autre, grâce aux ultras, grâce à ceux qui le font vivre. Et c'est pas des spectateurs comme moi, ou qui étaient quasi plus pendant pas mal de temps. Non, vous me demandez pourquoi, ça je peux pas répondre. Simplement, moi, dans ma personnalité, quand on me donne des responsabilités et que je les ai prises, je dois les assumer et je me dois de trouver une réponse. Et en venant ici, encore une fois, j'ai trouvé une réponse, c'était peut-être pas la bonne, et j'aimerais peut-être qu'un jour on me dise c'était ça là, que tu aurais dû faire. Mais de toute façon, j'étais obligé de faire quelque chose, et très vite. Moi, j'aimerais qu'on parle... j'ai regardé un peu la presse de l'époque, j'ai un peu relu des articles, etc. Dans Le Parisien, le 3 avril, donc on est... avant l'annonce du plan Le Prou, mais après la mort de Yann Laurence, qui décédera donc 2 semaines après le jour du match PSG-OM, après 2 semaines de coma. Dans le Parisien du 3 avril, je vais vous lire les phrases qui sont écrites. La prise de position de Robin Le Prou répond à des directives venues du sommet de l'État, car entre-temps, Nicolas Sarkozy en personne a décroché son téléphone pour demander à Sébastien Bazin de faire le ménage parmi les indésirables du club. Le président de la République, amoureux invétéré du PSG, entretient une relation privilégiée avec le patron de Coligny Capital, propriétaire du club. Après cette injonction, Bazin et Le Prou n'avaient pas d'autre choix que de frapper fort. Moi, je connais bien votre métier, hein. Ce qui est dit par un journaliste, là. Voilà. Oui, c'est dans le Parisien. Voilà. Bon, c'est pas pour ça que c'est vrai, hein. Mais il n'y a pas eu de coup de fil de Sarkozy? Mais moi, je ne sais pas, je n'ai pas assisté. Non, moi, je vous dis, je viens ici, je vous dire... Ce que je n'ai pas envie de vous dire, je ne vous le dirai pas. Ce qui est normal. Vous êtes totalement libre de ne pas dire ce que je vais vous dire, vous pouvez être sûr que c'est la vérité que j'ai vécue. Hein. C'est peut-être pas la vérité qu'il y a eu derrière moi. Mais... et je commençais par vous dire, lorsque je prends un job, je suis un dirigeant de plein exercice. J'ai appris ça. C'est-à-dire que j'ai un actionnaire, il peut me virer du jour au lendemain. J'expliquerai comment j'ai imaginé le plan Le Prou et comment j'en ai parlé à Bazin. Mais je dois l'assumer, c'est mon idée. Bon, les coups de fil qu'il y a eu entre un président de la République et Bazin, j'y ai pas assisté, je sais pas, et peut-être que Sébastien a eu ce genre de coup de fil, mais ensuite, on savait qu'il fallait faire des choses, mais pour lui, il avait d'autres choses à faire. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que quand j'ai imaginé ce plan, j'ai téléphoné à mon propriétaire, à Bazin, et je lui ai dit... voilà ce que je veux faire. Je pense que ça peut résoudre le sujet de la violence et de l'opposition funeste des deux tribunes. Ça va bouger, ça va être très dur. Je n'ai trouvé que ça comme idée. Soit je mets ça en place et je suis prêt à l'assumer, à l'incarner, à le faire. Et bon, je te préviens. Voilà. Soit ça ne te va pas
Et dans ce cas-là, prends ma démission et il y a zéro problème. Et il n'y aura pas de polémique et je ne ferai pas d'interview à droite à gauche, etc. Voilà. Céline. Alors, du coup, je pense à quelque chose, mais il n'y avait pas d'entre-deux. Pour vous, si le plan Lebrun n'était pas accordé par Colonie Capital, vous ne resteriez pas au PSG. Ah ben c'est clair, dans mon Ok. esprit. Je vais vous dire pourquoi. Mais je l'ai dit avant. C'est-à-dire que, peut-être que je l'ai évoqué à Pia, je l'ai déjà... moi, c'est la deuxième fois que j'étais confronté à la mort d'un homme. Alors que, encore une fois, je vais dans les métiers marrants, quoi. Bon, les métiers qu'on a cités, la musique, le machin, voir la télé. Ça. Quand j'étais président de RTL, il y a un journaliste, et quand on envoie des journalistes sur les endroits dangereux, les terrains de guerre, c'est le directeur de la rédaction et le président qui valident ces déplacements. Et à l'époque, encore plus, c'était encore plus formel. Et j'avais validé le déplacement de Pierre Billot en Afghanistan, qui est mort sauté sur une mine, alors qu'il était, comme on dit, embodied, encadré par les forces militaires. Bon. Et donc, je me suis toujours dit, mais Robin, si tu n'avais pas laissé partir ce journaliste, il sera encore près de sa famille, vivant. Et c'est quelque chose que j'avais au fond de moi, vous voyez, c'est une sorte de traumatisme que j'avais gardé au fond de moi. Et quand il y a eu la mort de Yann Laurence, que je suis allé vous voir 2 fois sur son lit d'hôpital, rapidement, la première fois très tuméfié, c'était choquant visuellement, et puis la deuxième fois, et je vois les parents à côté. J'ai pris l'engagement aussi, j'ai dit, voilà, je m'engage et je devais trouver une solution pour arrêter cette violence. Et j'en ai pris l'engagement. Voilà. Alors, je n'ai peut-être pas bien fait, oui, peut-être pas, mais je devais le faire. Et c'est pour ça que lorsque j'ai proposé ce qui est devenu le plan Leproux à mon actionnaire, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai pris un engagement pour arrêter cette violence au parc. Voilà ce que je suis prêt à faire. Si tu veux pas, il n'y a pas de problème. Ça, tu prends un autre président. C'est tout. Mais c'est un peu le sujet, quelquefois, on dit avec les entraîneurs, vous savez, au PSG, on dit, ils viennent, ils ont gagné des sous, ils sont entraîneurs du PSG, puis ça décide à droite, à gauche. Non, quand on est entraîneur, on a le pouvoir. Après, vous pouvez faire virer, bien sûr. Mais tant que vous êtes entraîneur, vous avez le pouvoir. Tant que vous êtes président, vous avez le pouvoir. Faut bien comprendre ce fonctionnement dans les entreprises. On peut vous virer quand on veut. L'actionnaire, le président peut virer un entraîneur quand il veut. Moi, Antoine Pomboré me disait, mais Robin, c'est toi qui vas me virer un jour. Je dis oui. Antoine, on a un rapport de confiance, on se parle sans arrêt, tu seras le premier averti, et puis il y aura des raisons, etc. Donc maintenant, on avance ensemble. Et on a avancé merveilleusement pendant ces 2 années sportivement dans ce contexte. Bon, oui, on est responsable, on a la décision, et sinon, à la limite, il faut laisser sa place ou se faire débarquer. Mais c'est vrai qu'à le sentiment, on a quand même, à l'époque, on a eu le sentiment que les pouvoirs publics jouaient un rôle dans cette décision. Moi, à l'époque, clairement, je me suis posé la question de savoir est-ce que c'était la volonté, votre volonté, ou est-ce qu'à un moment donné, du côté de la préfecture, du ministère, il n'y avait pas une pression pour aller en ce sens? Non, mais vous avez raison en partie, vous voyez, compte tenu de ce qu'on vient de dire. C'est que cet électrochoc, le 2e mort en 3 ans, le lynchage de Yann Laurence, a fait que... Moi, j'allais au ministère de l'Intérieur 3 fois par semaine, je ne montrais même pas ma carte d'identité. Hein. C'était fou, quoi. Bon. On était convoqués parce qu'on sentait que c'était un peu la fin. Je reviens là, c'est-à-dire que c'était la fin du PSG. Il ne faut pas oublier quand on jouait à l'extérieur, vous vous souvenez, les villes étaient en état de siège. Voilà. On allait à Lens. Le stade d'Auxerre qui avait été mis à huis clos. C'était complètement dingue. C'est la Coupe de France à Auxerre. Oui, c'était ça, c'était Auxerre et ça avait été très très mal ressenti à Auxerre. Un quart de finale ou une demi-finale. Le match, on s'en sort. C'était joué à huis clos. Ça a été un très match fondateur pour nous sportivement. Et non, mais psychologiquement, c'était dur parce qu'on avait cette pression-là, mais on avait, et puis à huis clos, et on avait cette pression du sportif qu'on voulait absolument. Mais j'ai eu un groupe de joueurs à l'époque, c'est bien de faire des petites digressions sportives, comme ça parce qu'on est là pour le foot. J'ai eu un entraîneur et un groupe sportif assez formidable. Parce qu'on aurait pu aussi avoir des gens assez opportunistes qui faisaient des déclats à droite à gauche, qui se désolidarisaient, qui machin. Moi, je disais toujours à Antoine, écoute, ne vous mêlez pas de ce truc-là. Je l'endosse, je dois l'assumer. Mais d'un autre côté, fait que les gars ou les uns et les autres, ils ne jouent pas à double jeu. Et aucun ne l'a fait à un moment. Voilà. Ils étaient assez protégés dans leur environnement sportif. Je dis, Antoine, quand on perd, c'est moi qui parle. et on a fait une saison honorable. Mais en effet, à l'extérieur, moi je me souviens quand on allait à Lens, on avait des trucs, c'était complètement dingue. Et donc le ministère de l'Intérieur, certainement le président
Et à Paris, Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo, qui était son adjointe, je la cite, mais c'était Bertrand Delanoë, le maire, était quand même, lorsque j'ai présenté le plan, et c'est pour ça que dans son exécution, pour en parler, ils ont joué le jeu, tous, parce qu'ils savaient que c'était ça ou le PSG qui disparaissait ou qu'il fallait faire disparaître. Voilà. Avant qu'on commence, tu voulais dire quelque chose, Céline? Non, mais moi, c'est la question de l'alternative. Alors, on va en parler. On va en parler des alternatives parce que c'est ça qui est aussi intéressant moi, sur ça ce qui m'intéresse s'est fait, beaucoup, ce qu'on aurait pu faire, Oui, voilà, oui, bien sûr. et comment les choses ont été vécues. Avant qu'on parle de ça, je voudrais juste citer une phrase qui m'a beaucoup marquée, que vous avez prononcée le 2 mars, donc 4 jours après l'agression d'Yann Laurence. Vous avez demandé de l'aide au pouvoir public et vous avez dit est-ce qu'il faut attendre d'avoir 10 morts pour qu'on s'occupe vraiment du sujet? Le PSG ne peut pas s'en sortir seul. Et dans ce que vous avez raconté à l'instant, on a le sentiment que ils vous ont emboîté le pas. Ils se sont dit enfin on a trouvé un président qui va vraiment faire un truc, et en fait ils vous ont soutenu. Mais c'est vous en fait qui Mais avez voyez, dû. Ce que vous venez de lire, c'est exactement la situation, un peu différente de ce qui est écrit dans le Parisien avant. C'est-à-dire, on est seul et on demande de l'aide. Et on demande de l'aide parce que, de toute façon, on ne peut pas pacifier le parc, que ce soit le plan Le Prou ou un autre dispositif dont on pourra parler qui aurait peut-être été meilleur. On avait besoin des forces politiques, du ministère de l'Intérieur, de la police. Et moi, je me suis beaucoup appuyé aussi, parce qu'on avait cette image déplorable de clubs racistes violents, sur les associations, sur la LICRA, sur SOS Racisme, et les politiques locaux. Il y avait la gauche avec Bertrand Delanoë à Paris, et puis il y avait les arrondissements de droite, 16e et Boulogne. Ces gens-là, il fallait aussi les impliquer. On va se réécouter un reportage qui a été diffusé sur France 2. Vous allez reconnaître la voix d'Élise Lucet, le 18 mai 2010. Le 18 mai 2010, c'est le jour où les mesures effectives du plan Le Prou sont annoncées. Il y en avait déjà la plupart qui avaient été annoncées dans le Parisien quelques jours avant. On écoute le reportage. Découvrons maintenant le vaste plan anti-violence du PSG. Cette fois, il ne s'agit pas de mesurettes. Pour éviter les débordements de certains supporters, il n'y a plus d'abonnement dans les tribunes les plus sensibles. Impossible aussi de choisir son numéro de place. Le club veut aussi tout faire pour que les familles reviennent au stade en leur proposant des tarifs vraiment intéressants. Hakim Abdelkalek, Alexis Fischer. Samedi, des heures après le match, ils occupaient encore leur tribune. Des milliers de supporters du PSG laissaient éclater leur colère. En cause, la fin pour eux des abonnements au club. Les places seront désormais aléatoires. C'est la fin des tribunes rivales, Auteuil et Boulogne. Ils veulent tuer le PSG, ils veulent annuler tous les abonnements, ils veulent maîtriser le PSG. Nous, on a un pouvoir au PSG et ils veulent plus de nous, tout simplement. Nous, on veut qu'il y ait une ambiance, il y a une vraie ferveur à Paris. Ils veulent casser ça. On sera toujours là. Ils peuvent nous laisser en dehors du stade, et ben on sera encore là en dehors du stade. Nous, supporters, on sera toujours là. Nous, supporters, on sera toujours là. Pour mettre fin à la spirale de la violence, le PSG révolutionne ses tribunes. Terminer les clubs de supporters massés dans le même virage. Désormais, ils ne pourront plus choisir leur place. Paris veut aussi attirer un nouveau public. Voici ce que deviennent les tribunes les plus virulentes. En jaune, elles seront désormais réservées aux enfants invités par le club. En bleu, place aux familles. Les billets seront même gratuits pour les femmes. Et en rose, les supporters d'Auteuil et de Boulogne seront mélangés. C'est le prix à payer. On doit passer par là, et c'est pour ça que je parle de responsabilité, parce que si on ne fait pas ça, le club va en mourir. Et il y aura avant ça d'autres gens qui vont mourir. Arriver finalement à endiguer la violence, un pari majeur pour le club. S'il le gagne, ces mesures pourraient inspirer tous les autres clubs européens. Voilà, c'était le reportage de France 2, donc le 18 mai 2010, le jour où les mesures sont annoncées. J'ai d'abord envie de vous donner la parole à vous trois, Fred, Manu et Céline, sur comment vous avez reçu ce qu'on peut qualifier peut-être d'uppercut dans la tronche, quand vous découvrez, même si vous le savez depuis quelques jours grâce aux Parisiens, quand vous découvrez ce qui va vraiment se passer. Fred. En fait, on s'y attendait quand même. Maintenant, à titre personnel, je ne l'acceptais pas dans cette forme-là. À titre personnel, je me sentais responsable de rien du tout. Et il n'était pas entendable que je ne puisse pas continuer mon expérience au Parc des Princes de la façon dont je la menais et dont j'estimais
avoir l'envie de poursuivre cet engagement auprès du PSG. Donc, on était une douzaine d'amis sur laquelle gravitaient plusieurs personnes encore en plus par l'échange sur les des mêmes cartes abonnements. d'abonnement. Et voilà, s'abonner je ne sais où, à 5 maximum. Non, ça non. À titre personnel, j'ai rien fait. Je le sens venir et je trouve que les choses ne sont pas prises en compte pour lutter contre la violence. J'ai un sentiment très désagréable d'événements qu'on a senti arriver. On sentait aussi l'idée d'un rachat futur du PSG peut-être, et on se demandait si on ne faisait pas partie d'un grand plan de table rase, c'est-à-dire un petit peu dehors les agités du bocal qui veulent payer leur place pas cher et place à une gentrification à l'anglaise de notre bon vieux Parc des Princes. Voilà le sentiment, moi, à l'époque. Donc PSG Montpellier, j'y suis, en sachant que c'est mon dernier match au Parc des Princes en tant qu'abonné. Et je suis un des derniers à quitter le stade, en faisant une mêlée plutôt agréable avec les stewards. Ce soir-là, l'ambiance avec les stewards et avec les forces de l'ordre était quand même à l'apaisement. Ça se sentait qu'il y avait une envie de pas en découdre et qu'il n'y ait pas de violence. On s'est fait sortir dans un chahut sympathique. Mais ouais, je pense que je sors parmi les 40 derniers d'Auteuil, quoi. J'ai pas envie de partir. Tu as posé des questions dans ta réponse. On va les poser à Robin Leproux parce que c'est important, notamment sur ce sentiment qu'on est sur un nettoyage pré-rachat. C'est une question que beaucoup de supporters se posent. Mais d'abord, Manu, ta réaction quand les mesures du plan sont annoncées? Ouais, moi c'était vraiment un état de choc pour moi. Bon, on se doutait effectivement que quelque chose allait nous tomber dessus, mais moi j'imaginais pas quelque chose de cette ampleur-là. Et ce plan, moi je l'ai déploré pour deux choses. Enfin, il y a deux caractéristiques pour moi. C'est la disproportionnalité, c'est-à-dire de ne pas avoir su faire le ménage entre l'immense majorité des supporters qui n'avaient rien à se reprocher et les fauteurs de troubles avérés. Et de cette disproportionnalité, il y avait du coup, ce qu'il en résultait, c'était un profond sentiment d'injustice. On se regardait, enfin voilà, on était comme ça avec nos potes, on en parlait, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Nous, c'est notre club de toujours, c'est notre passion. Qu'est-ce qu'on a fait de répréhensible? On a tellement donné. Qu'est-ce qu'on a fait de répréhensible pour que le club nous foute dehors comme ça? Et c'est pour ça que ce plan, il avait été très très dur à avaler à l'époque. Même si, voilà, comme je le concède aussi, il y avait des éléments de contexte qui pouvaient le justifier en partie. Céline, le sentiment d'injustice, tu l'as ressenti aussi? Totalement. Je comprends pas. Moi, j'ai un problème avec les punitions collectives. Je trouve que c'est pas la solution parce que c'est aussi déresponsabiliser les auteurs. En fait, finalement, ils ne se sentent pas forcément concernés puisque on globalise les choses. Donc non, moi, c'est quelque chose avec laquelle j'ai toujours eu beaucoup de mal. Moi, j'ai jamais été aux punitions de colle collective à l'école. Donc là, ça touchait vraiment ma passion, ma vie. Et ça a été, ce sentiment d'injustice, il était très fort et il l'est de toute façon encore aujourd'hui. Je comprends pas. C'est 13 000 supporters qui ont été mis à la porte pour une minorité. Et je me dis, mais pourquoi on n'a pas réussi à mettre cette minorité dehors? Je pense qu'il y avait cette possibilité-là, moi. Et je pense qu'on est nombreux à le partager. Et pourquoi pas faire ce job-là plutôt que de tirer un trait comme ça sur toute une histoire. On va vous donner la parole, Robin Leproux, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées. D'abord, on va écouter une quatrième personne qui va s'exprimer sur justement ce côté punition collective. Vous allez vite reconnaître sa voix, je pense. Je dis qu'arriver à prendre des mesures radicales et de faire un amalgame de tout ça en disant que tous ces gens qui venaient là depuis 20 ans, bon maintenant c'est terminé, vous oubliez tout le passé, faire table rase, je pense qu'on sait exactement où est le problème et il faut cibler le problème et le toucher à sa source et pas forcément mettre tout le monde dans le tas. Voilà, c'était David Ginola, évidemment, qui était à mon micro il y a 5 ans. Et on avait évoqué ce problème-là. Et lui aussi, il avait été frappé par ce côté punition collective. Robin Leproux, il n'y avait pas moyen de faire autrement? Non, mais moi, je comprends que je suis évidemment conscience, en effet, et un ressenti de cette punition collective qui va un peu vers ce que vous avez commencé à effleurer, c'est les libertés individuelles. C'est-à-dire, les gens ont quand même le droit, on ne peut pas leur enlever une partie d'autonomie, de bouger, d'aller où ils veulent, etc. Il y a ça, on est un petit peu là-dessus. Et je vais répondre justement en abordant un peu ce sujet. Je pense que ce qui vous manque comme composante dans votre réflexion, parce que bien sûr que si on avait pu
uniquement s'adresser à 800 personnes plutôt qu'à 13 000, on l'aurait fait. Sauf qu'attention, ce que vous évoquez, le club n'a pas de pouvoir de police. Vous mélangez les deux, c'est-à-dire que vous... Oui, mais pourquoi la police ne l'a pas fait alors? Mais justement, je réponds. Ouais. C'est-à-dire, moi, à l'époque, quand Ouais. j'étais président du PSG, je sens qu'il est presque trop tard. Et tous les clignotants, et vous les avez vécus, on l'a dit avant, on sent bien qu'à un moment, on est devenu infréquentable, que c'est fini. On a trop de violence autour. Et ce ne sont pas des hommes politiques, on voit ça encore aujourd'hui, quand on voit la politique aujourd'hui, ne sont pas eux qui vont prendre des décisions juridiques de police sur une entreprise privée, on va dire. Voilà. Non, mais bah oui, parce que ça veut dire qu'il faut être de l'entrisme dans l'économie d'une entreprise. À la limite, moi, on me dit, tu organises tes ventes de places comme tu veux. C'est le seul levier que j'avais. D'ailleurs, les abonnements étaient suspendus. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on dit les ultras ont été virés, non, on n'a pas viré les ultras. On a dit, voilà, les abonnements sont suspendus, puis ensuite on revient à 5, puis à 7, puis machin, progressivement. Je peux réorganiser ma vente. C'est le seul pouvoir que j'ai. Je n'ai pas de pouvoir d'exclusion et encore moins de police. Et les interdictions de stade existent quand même déjà. Mais c'est pas le club qui les fait. Il y a la loi à l'arrivée aujourd'hui, mais elle C'est est, pas elle le est club plus qui les vieille. fait. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a ce que le club peut décider et faire, et il y a ce qu'un pouvoir politique ne veut pas faire pour plein de raisons. On revient toujours à la même chose. Oui, mais ça... C'est que les autorités n'ont pas fait Oui, ce mais qu'elles auraient dû faire. ce sont toutes les autorités de tous les bords depuis 30 ans, si j'ose dire. Et depuis encore 25 ans. aujourd'hui, c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui Mais- avec Lyon, par exemple, Bah ou dans voilà, d'autres c'est clubs. pour ça que... Mais aujourd'hui, il y a une loi, mais la loi à l'arrivée, elle permet aux clubs de refuser la vente de billets à certains supporters. Donc en fait, c'est comme une interdiction un peu administrative de C'est ce qui stade. s'est mis en Donc place, de toute façon. Alors, je sais pas si c'était déjà mis en Elle est- place. non, c'était non, pas je viens de rapidement. vérifier, c'est D'accord, 2016. D'accord. Non. C'est 2016 et c'est regrettable en fait qu'elle n'ait pas eu. Mais de toute façon, là, c'est dommage à dire, mais la réponse dans tous les clubs, et encore une fois, à Lyon, c'est pas le même problème que nous, on a eu avec nos deux tribunes qui s'opposaient historiquement comme ça, etc. La réponse, elle est dans le club. C'est vraiment dans l'entreprise, parce que c'est une entreprise, dans le club, qu'on doit trouver la réponse. Mais seul. Ensuite, on peut se faire aider dans son application par les différentes composantes, une composante juridique, une composante sociale avec les associations, une composante police, etc. Mais pour que ça marche, il faut que ce soit le club qui prenne ces décisions. Le politique ne les prendra jamais ou alors, c'est la dissolution. C'est la décision qu'ils auraient prise. C'était ça. C'est ça ce que j'essaye de vous dire. Mais il y a C'est eu qu'ils allaient dissoudre le PSG. Non, mais on sait que ça va jamais dans la demi-mesure avec les pouvoirs publics, de toute façon. Ça, c'est sûr que... Oui, mais là, c'est au-delà de la demi-mesure, parce que la seule manière, et là, ils avaient la preuve, on était quand même dans une hyper-violence partout, et en France entière, pas qu'autour du parc. Donc, la dissolution du PSG, qui, de toute façon, était un club qui, économiquement, ne représentait plus grand-chose, hein, et avec cette hyper-violence et ce racisme depuis 20 ans, moi, je pense, en mon âme et conscience, je pense vraiment qu'on n'a pas été loin de ça. Ça, c'est clair. Alors, l'alternative que vous évoquez, elle devait devenir que du club. Voilà, que du club. Qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous, seuls? Il y a eu des échanges avec les groupes de supporters à cette époque-là sur qu'est-ce qu'on peut faire peut-être ensemble. Bah oui, il y a eu, mais c'est un peu les discussions qu'on a là, si vous voulez. C'est de dire, oui, il y en a... Non, d'abord, et vous le savez, il y a des tensions à l'intérieur de chacun des groupes. Il y a des courants très différents, d'ailleurs. Il y a des gens... et quand on parle de violence, il y en a qui impriment une violence à l'intérieur de certains camps sur d'autres dans ce camp-là. Bon. Donc ils subissaient ça. Et c'est pour ça que quand on discute avec des représentants d'ultra, soit il y a quelques-uns qui peuvent être eux-mêmes des ultra-violents, soit d'autres qui subissent des pressions et qui ne peuvent pas décider facilement de choses et en toute sincérité à expliquer à leurs camarades qu'on va faire comme ci, comme ça. Parce que les plus durs, les plus violents ne l'accepteront pas, même de bouger 200 personnes, vous voyez. Bon, moi j'ai conscience de ça. Donc il fallait trouver une solution qui puisse être prise par le club et avec l'aide de tous les autres, si j'ose dire. Fred. Ouais, vous avez évoqué le fait de vous rendre beaucoup au ministère de l'Intérieur à une certaine période. Ouais. Comment qualifieriez-vous les relations que vous entreteniez avec eux justement à ce C'était moment-là? Brice Hortefeux à l'époque, Oui. à l'intérieur.
Moi, si on parle en plus de ma carrière, et vous voyez d'où je viens, je suis totalement apolitique. Hein. Je veux dire, j'ai vécu, j'ai vu tous les politiques passer. Quand j'étais 5 ans de présidence RTL, j'avais tous les matins à 7h10 les ministres, les présidents, les machins. J'avais M. Le Pen au 2e tour, ça m'a fait un peu bizarre. Hein. Il m'a demandé pourquoi je l'accueillais pas en bas d'RTL quand il était au 2e tour des présidentielles. Je lui ai dit, écoutez, M. Le Pen, j'accueille le président de la République et le Premier ministre, et vous êtes ni l'un ni l'autre. Les politiques, bon, je ne suis pas un politique. Donc, les rapports que j'avais avec le ministère de l'Intérieur, ils étaient professionnels comme celui d'un président du PSG, mais qui devait se montrer actif, responsable et trouvant une solution. Parce qu'eux, ils ont plein de problèmes. Et les gars, le matin, c'est le terrorisme, le lendemain, c'est un truc de drogue, le surlendemain, c'est ministère de l'Intérieur. Alors là, il y avait un gros truc à Paris, 16e, avec une composante donc socialiste à la mairie de Paris, plus les arrondissements, etc. Mais en gros, le PSG, il faut que vous trouviez quoi faire, parce que ça ne peut plus durer. En gros, c'est ça le discours qu'on vous dit. C'est ça, et ça ne peut plus durer. Et ce qui est vrai, la violence, elle vient du PSG. Depuis 10, 15, 20 ans, elle venait du PSG. Elle n'était pas importée comme ça. D'ailleurs, elle prospérait. Ça se passait à un moment des matchs. Hein. Non, mais est-ce que vous sentiez quand même, j'entends la difficulté de la préfecture de gérer cette situation, mais est-ce que vous sentiez, je ne sais pas, des freins ou au contraire une envie d'avancer? Il avait envie de vous aider, mais il ne voulait pas prendre le lead. Non, mais ils ne savaient pas quoi faire parce qu'ils n'ont pas à y réfléchir à ce point autant que nous, à phosphorer. Voyez, nous qui essayons de trouver les solutions qui auraient été les plus justes, les moins contraignantes, etc. Eux, ils sont là pour résoudre le problème, point. Et ils ne pensent pas qu'à ça tous les matins, alors que nous, moi, je pensais qu'à ça tous les matins, si vous voulez. Mais pour répondre à votre question, que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit la mairie de Paris, les associations, tous étaient là, on jouait le jeu. Si tu veux. Tous ont été impliqués, on jouait le jeu. Puisque moi, j'avais imaginé, lorsque j'ai présenté le plan, je voulais justement pas qu'il y ait de récupération politique ou que ce soit mal ensuite, qu'on embête les gens pour rien, en plus, qu'on n'arrive pas à éradiquer la violence. Donc, j'avais demandé à ce que des groupes circulent, des groupes avec des gens, des journalistes, des gens de la mairie, des gens des associations, des policiers, par groupe, 4-5 groupes qui tournent autour du Parc des Princes pour raconter ce qu'ils voyaient au moment où on avait appliqué le plan Leproux avant les matchs. Voilà. Et ils ont fait ça. À la fois, les forces de police ont fait l'interposition qu'ils faisaient, mais sinon, ces groupes-là, un peu de la société, de la société civile, ont joué le jeu. Les associations ont très bien joué le jeu, et les politiques du 16e, comme la mairie aussi. Voilà. Et comme ça, on a pu dire vraiment ce qui se passait. Les derniers groupes qui voulaient encore en écoute, ceux qui ne venaient pas. Voilà. Non, les gens ont senti que c'était un peu ça ou la fin du PSG, et ils ont plutôt été assez fers sur le soutien du club dans ce moment dur, quoi. Entendu. Céline, tu voulais dire quelque chose ? Vous avez dit la violence vient du PSG. Tout le monde disait que la violence vient du PSG, c'était un fait. Moi, c'est une phrase qui est très difficile pour moi à entendre, vraiment qui me heurte et qui me fait mal, parce que pour moi, le PSG, ce n'est pas que ça. Et à cette époque non plus. C'était que ça. Moi, alors je sais pas si c'est parce que je faisais partie de groupes d'indépendants où j'avais pas envie de voir les choses. Je vivais aussi un peu autre chose en tribune. Alors effectivement, il y avait ces moments difficiles et les échanges houleux, agressifs, violents entre Auteuil et Boulogne. Mais j'avais le sentiment qu'il y avait d'autres choses aussi qui pouvaient émerger et que on réduisait vraiment le PSG à juste... C'était quand vous avez 2 morts en 3 ans, que quand vous avez pendant les matchs, la majorité du temps, les tribunes qui s'insultent, pour l'observateur extérieur qui n'est pas, lui, un amoureux du club, il nous réduit à ça, comme on dit. Moi, en tant que supportrice, d'entendre ça, d'être réduit à ça... Mais il nous réduisait à ça. Moi, quand je vous dis, la violence, elle était chez nous, elle était exercée par une minorité, mais elle était chez nous. Mais bien sûr, mais du coup, quand on fait pas partie de cette minorité-là qui va se foutre, qui va se battre, qui est dans les insultes, d'être vraiment réduit à ça en tant que supporter, moi, je ne veux pas leur trouver d'excuses, mais il n'y a pas d'endroit, si vous voulez, où il y a tous les 15 jours cette hyper-violence qui était donnée à montrer dans l'ensemble des médias. Je n'ai pas souvenir. Là. Non, mais on ne le voit pas dans aucun endroit en France. Ce qu'on leur montrait tous les 15 jours, ça n'existait nulle part ailleurs.
il se régalait de nous montrer en train et en plus on caricature toujours, on caricature sur le plan de l'opposition politique, mais le paroxysme, en effet, c'est le deuxième mort, la mort de Yann Laurence à la fin, parce que là, c'était le CQFD pour des gens en plus qui n'aiment pas le foot, qui n'aiment pas le foot, qui connaissent pas, qui caricaturent les ultras en les mettant tous ultra-violents. Ultra-hooligans. Voilà, hooligan ou ultra-violent. Parce que quand on dit ultra, déjà, les gens pensent ultra-violent, presque. Donc, vous imaginez, quand vous avez le deuxième mort, quand on leur dit, ça fait 15 ans qu'ils se battent, qu'ils s'entretuent, qu'ils s'insultent et tout, quand vous vivez des belles choses de l'intérieur et que vous avez une minorité, mais qui fait ça, on donne à montrer ça et on est caricaturé. Manu, tu veux dire quelque chose? Non, mais oui, pour rebondir sur ce que disait Céline, non, mais c'est vrai qu'effectivement, nous, quand on était à l'intérieur, on n'avait pas du tout ce sentiment d'extrême violence autour de nous. Mais dès qu'on sortait un petit peu du contexte PSG Parc des Princes, on était quand même très vite aussi stigmatisé en tant que supporter du PSG. Je sais pas vous si ça vous faisiez pareil, avec vos amis extérieurs au stade, avec vos collègues et tout. Tu disais que tu allais au Parc des Princes, et tout, les fachos, les racailles et tout, les trucs les machins. Enfin voilà, il y avait une stigmatisation excessive. La première fois que je suis devenue amie avec un supporter du PSG en 98, alors qu'à l'époque j'étais pas supportrice, j'avais 17 ans, je débarquais. Quand il m'a dit je suis supporter du PSG, je lui ai dit quoi? Mais t'es un faf? C'était ça qu'on voyait à la télé tout le temps. Et ça a mis des années avant qu'il arrive à m'expliquer que non, il n'y avait pas que ça au PSG, mais c'était vraiment très ancré. Et il faut quand même le dire, parce que là, on ne l'a pas dit, mais il y avait une tribune entière, Boulogne, où les Noirs et les Arabes n'avaient pas le droit de rentrer. Donc il faut quand même remettre aussi, il y avait des problèmes... C'est ça aussi qui est insupportable. Vous vous rendez compte, moi j'étais président, le président c'est celui qui incarne... président d'un club où on est en train de me dire qu'on ne peut pas avoir des Noirs, des Arabes. On a joué, moi je vous dis, j'ai 45 ans de foot. Je ne se posais pas la question de le mec, il est black, il est arabe, il est tout ce qu'il veut, on s'en fout complètement. Et asiatique, j'ai été élevé comme ça, je viens de milieu populaire. J'ai passé ma jeunesse cité les Trois Bornes. C'est même pas une question, si vous voulez. Et puis tout à coup, vous êtes le président d'un club violent et raciste. Et c'est à vous, et c'est au club et à nous de résoudre notre problème. C'est ça ce que j'essaye de vous faire comprendre. Parce que si on ne l'avait pas fait, je suis convaincu qu'on aurait disparu parce que les autres n'auraient pas fait à notre place. D'aller chercher les 2112 qu'il fallait évacuer un par un de chacune des... Personne n'aurait fait ça. C'était au club de faire. Donc moi, la question qui me hante, c'est qu'est-ce que le club pouvait faire d'autre? Le club seul pouvait faire d'autre? De moins emmerdant, de moins jusqu'au boutiste, de moins punition collective. J'ai pas trouvé. Voilà. J'ai autre chose que l'aléatoire. Voilà. Est-ce que vous trois qui êtes autour de la table, est-ce que vous entendez ça? C'est presque impossible à accepter une punition. Je dois m'en expliquer. J'ai pas dit est-ce que vous êtes d'accord, je dis est-ce que vous entendez? Parce que la punition collective, c'est jamais acceptable. Enfin, on a tous à l'école vécu des punitions collectives et on sait tous que c'est insupportable. Et on se souvient tous de celles qu'on a vécues quand on était petit. Là, c'est puissance 1000. C'est quelque chose qui vient mettre un arrêt, même un traumatisme pour beaucoup de supporters. Est-ce que, avec 14 ans après, vous arrivez à entendre que trouver autre chose comme solution, c'était compliqué? Mais il y a peut-être une autre solution. Ah non, c'est complètement entendable que trouver une autre solution en claquant des doigts. Si je l'avais, je la crierais sur tous les toits et on aurait eu 16 tous de le faire. Je pense qu'on était tous bien bloqués par la situation. Maintenant, quand on vit les choses en direct, on réagit de façon en direct aussi. C'est-à-dire que, une nouvelle fois, on ne peut pas reprocher à Robin Leproux les manques au niveau de la sécurité du Parc des Princes sous une présidence qui n'était pas la sienne. Ça, c'est bien le problème aussi un petit peu, c'est-à-dire qu'il arrive sur un terrain miné quand même. Les questions, elles seront à jamais sans réponse quant à la gestion de certaines situations autour du Parc des Princes. J'ai longtemps été en cas rouge à l'époque, c'était la tribune à droite du COP of Boulogne. C'est pas pour rien qu'avec mon père, quand on a décidé de s'abonner, on s'est abonné au Virage Auteuil. J'ai toujours estimé que quand on allait au Parc des Princes, notre cœur battait rouge et bleu, que la politique, la religion, les phénomènes de société devaient complètement disparaître et on devait tous chanter à l'unisson pour notre club. Force est de constater que ça n'a pas été le cas, que certains ont fait le choix de faire passer d'autres
événements que leur supportariat et se sont servis du Parc des Princes comme d'une tribune politique. Par contre, voilà, que cette tribune soit estampillée de droite dite patriotique. Faites ce que vous voulez, les gars. Moi, c'est pas mon truc. Je vais aller au virage Auteuil. Qu'est-ce que je peux reprocher à des gens qui vont amener un drapeau bleu, blanc, rouge dans le club de la capitale de la France? Moi, tout ça, ça me concerne pas. Par contre, quand des choses interdites par la loi ont lieu au Parc des Princes de façon régulière et répétée et que rien ne bouge, naturellement qu'on se pose des questions. Et on se demande pourquoi, parce qu'au final, c'est tout ça qui a fait la situation de 2010. Et ce qui est frappant, c'est que finalement, tous les quatre, Monsieur Leproux et vous trois, vous êtes retrouvés dans une situation d'abandon quelque part, et c'est vous qui avez essuyé les plâtres de la situation. C'est votre cas aussi, Monsieur Leproux. C'est vous qui avez dû donner votre nom au plan. C'est vous qui avez dû prendre, vous faire insulter. Enfin, c'est. Moi, j'étais sous surveillance policière. J'étais menacé de mort Bien sûr. longtemps. Mais on a... Combien de temps vous avez été sous surveillance policière? Je dirais 2 mois. On a en fait... moi, j'avais les mêmes valeurs que le même parcours, les mêmes valeurs, le même intérêt pour le foot, le même intérêt pour ce club que les gens qui y sont attachés. Voilà, c'est pour ça que depuis, depuis 15 ans, donc je vais à tous les matchs au parc. Voilà, je vais tranquille, je suis comme un bambin, je vois Beckham, je vois machin, je vois Ibra, je vois truc, je vois des grands artistes, je vois du foot, et j'ai cet attachement au parc, qui est un endroit inouï. Voilà. On a ces mêmes valeurs. Ce qui s'est passé, c'est que ça m'est tombé dessus, si vous voulez. En prenant un job qui devait être un job de développement d'un club de foot, il m'est tombé un événement social, national, à Paris, dans la capitale, parce qu'en plus, on est dans un pays jacobin, tout est à Paris, tout est centralisé. Quand on tombe sur les caricatures, c'est pour ça qu'en plus, il fallait vraiment pas donner cher de notre peau, parce qu'il n'y a qu'un club visible. Et la caricature, on aime bien aimer et détester Paris, donc c'était facile. On n'a pas raconté vraiment le PSG Montpellier qui avait donc eu lieu 2 jours avant l'annonce du plan Leproux, le fameux dernier match des Ultras d'Auteuil et de Boulogne au Parc. Et j'aimerais quand même que vous nous racontiez ce match. Est-ce que vous y étiez tous les trois? Tu étais là aussi, Céline, ce soir-là? Ouais. J'aimerais que vous nous racontiez comment vous avez vécu cette soirée qui était très particulière. Tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, Fred, et beaucoup de supporters m'ont raconté ce détail. La gentillesse des stadiers ce soir-là. Donc, à la fin du match, d'abord pendant le match, à la 75e, qu'est-ce qui se passe? Manu? Si je me souviens bien, donc il y avait eu, dès la 75e minute de jeu, c'est une succession de pétards, de fumigènes qui commencent à exploser un petit peu partout. Il y a un vrai feu d'artifice grandeur nature qui est organisé dans le Parc des Princes. Bon, puis Genre bouquet final, quoi. Voilà, c'est ça, c'est une forme de bouquet final. Il y a la fameuse banderole This is the end qui sort à Auteuil. Et puis, on sait que c'est fini. Voilà, ça avait un petit côté un peu enterrement, parce qu'on savait que certains allaient revenir, d'autres n'allaient pas revenir, mais on savait que plus rien ne serait pareil, que le parc qu'on avait connu avant, qui était un vrai volcan. On ressentait, alors on savait pas encore comment se projeter dans le futur, si d'autres associations allaient revenir, s'il y allait à nouveau avoir deux virages de supporters, on n'en savait rien en fait, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui était en train de mourir ce soir-là. Et moi j'ai vécu ce match-là, je suis parti tout de suite à la fin en fait. Moi je suis pas resté jusqu'à la fin, j'ai pas eu à cœur de vivre ça, on a préféré aller boire une bière avec les copains dehors, parce que ça aurait été trop dur de rester trop longtemps au-delà du coup de siffle final en fait. Donc des deux côtés, Boulogne et Auteuil, il y a environ 5000 supporters qui sont restés ce soir-là jusqu'à 1h du mat. Fred, toi tu fais partie des supporters qui ont préféré rester? Ouais, mon père m'attendait dehors, un peu en colère, enfin pas en colère, un peu en râlant en plus, en se disant, de toute façon, tu veux pas comprendre que c'est fini, c'est terminé, quoi. Ton père qui allait aussi au parc depuis les années 80. On a le même parcours au stade, c'est lui qui me met les pieds à l'étrier. Et c'est moi ensuite qui l'asticote pour qu'on y aille plus souvent. Mais non, écoute, c'est pas l'envie de partir. Peut-être un peu immature, je le cache pas, mais un petit côté, je quitterai pas, quoi. Et vous allez me sortir moi. Et comme je l'ai dit, ça a été une grosse mêlée gentille.
j'ai des souvenirs d'être avec mes potes, ceux qui étaient restés avec moi, et puis je suis un peu sonné aussi en se disant qu'est-ce qu'on va faire quoi aussi l'année prochaine. À un moment donné, bon, on se remet de Beaucoup tôt. de Hein. temps libre. Hein. Voilà. Mais non. Après, souvenir pas très. Moi, j'ai pas vécu de façon si agréable que ça. Enfin, ça m'a pas plu moi tout le côté un peu politique de terre brûlée. On se met à acheter des fumis partout et on crame tout. C'est toujours un peu gênant parce que justement, on souhaite pas la fin des choses. Donc, quand on agit comme ça, on sait. Mais que veux-tu, c'est une nouvelle fois loin de m'étonner et quelque part, je n'étais moi-même pas un ultra, donc je pouvais quand même me dire, eux, c'est leur façon de s'exprimer, qu'ils y aillent, quoi. Céline, comment t'as vécu la soirée, toi? Une profonde tristesse. Ne pas savoir de quoi fait le lendemain. Le sentiment que tout s'arrête. C'était... Mais comme Manu, moi, je suis partie assez vite. Bon, il y avait déjà l'impératif des transports, mais j'avais pas envie de m'infliger ça encore plus longtemps. Il fallait marquer cet arrêt, mais le souvenir, c'est beaucoup de tristesse et une inquiétude sur ce que va devenir ma tribune, mon PSG. Et je pense qu'on a perdu beaucoup de choses ce soir-là, en fait. Nos amis, parce que moi, les personnes avec qui j'étais, ils se sont pas forcément tous réabonnés. Cette ambiance, cette ferveur, alors cette belle ferveur qu'on a connue avant. Et moi, j'avais le sentiment qu'on me fermait la porte, en fait, alors que j'avais mis longtemps à essayer de l'ouvrir. Et ouais, c'était triste. Vous étiez où, vous, monsieur Leproux, ce soir-là? J'étais à ma place. Mais ce que je... Bon... C'est la banderole de fin, c'est This is the end, c'est la fin d'une époque, oui. Moi, le décalage que j'ai entre ce que j'ai vécu comme dirigeant du club et les ultras très attachés au club, c'est que par exemple, j'ai obtenu de mon actionnaire, parce que lorsque j'ai fait ça, j'ai dit, bon, on est en train d'emmerder tout le monde. Donc le minimum, c'est en effet que les gamins puissent venir, que les femmes puissent venir, etc. Donc j'ai obtenu tout ça de mon actionnaire. Tout ça coûte de l'argent. Hein. Et dans mon dispositif, j'avais bien prévenu mon actionnaire que je voulais au moins tout ça. Bon là, attends, il fait venir des femmes, des enfants. Il fait une mascotte. Une mascotte au secours. Ça faisait un peu Disneyland. Oui, pour nous, Disney, supporters. machin. Oui. Non, mais vous connaissez un club sportif dans le monde qui n'a pas de mascotte, vous Non, mais il y a un côté... C'est que la mascotte, c'était pas passé. Non, mais la mascotte passe pas. C'était un tout, quoi, disons. Voilà. Oui, mais justement, c'est un tout, parce que c'est le débat, justement, où là, c'est le moment où je ne suis pas d'accord avec les ultras. C'est que ce qui s'est passé pendant 20 ans amenait à la disparition du club. C'est comme ça, c'est tout. Il faut qu'à un moment, vous le compreniez. C'est que ça, le club... C'était fini, on ne serait pas là aujourd'hui. Hein. C'est ce qui fait la différence. Le club n'aurait pas été... On l'intègre pas. Il n'y a plus de club. Vraiment, parce que je ne vois pas comment ça pouvait... Justement, la pression du monde économique, du monde politique, des journalistes, de tout ça. Voilà, c'était... Et puis... Et moi, lorsque j'embête le monde, mais que le club survit, qui repart quand même, il peut rester en Ligue 1, il peut vivre, il accueille un public, on met des mascottes pour les gamins, etc. Bon, c'est pas Euro Disney, hein. Mais c'est quand même... Du côté de la vie, quoi. Je me dis, bon, ok, il y a This is the end. C'est, comme dirait Edwards, on est d'accord, on a tous nos références. Mais c'est le début d'autre chose qu'on va devoir construire. Parce que cette violence pendant 20 ans, c'était fini. C'était fini. Voilà. Et c'est là où, moi, les libertés individuelles, la punition collective, le truc, je le comprends. Mais ce que vous n'intégrez pas, c'est qu'il n'y avait plus de PSG. Il n'y avait plus. C'est dur à il n'y avait plus parce que de toute façon, ça n'existait plus économiquement et ça ne créait que des problèmes. Mais c'était en perte et tout. À ce moment-là, vous n'aviez pas peur que... Parce que là, du coup, tout le monde pouvait accéder aussi à sa place. Tout le monde pouvait acheter sa place. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de contrôle, il n'y avait plus de cadre
Si, il y avait des contrôles d'identité qui étaient Oui, plus stricts à justement. l'époque. Pour le coup, ça fait partie du Non, mais coup. Quand tu achetais ta place, C'était moi je nominatif. me Non, mais souviens. attendez, l'idée Là, c'était quand même de nominatif. base, Moi, je me souviens, ils étaient plus tatillons, en fait, à cette époque, quand Mais on était devant les guichets, et quand tu achetais ta place, ils Mais vérifiaient n'importe vraiment. qui pouvait acheter sa Oui. place dès lors qu'il n'y avait Ah oui, pas oui, non, mais ça, d'interdiction de bien sûr. Ah stade. oui, oui, C'est-à-dire ça, que non, mais ça, n'importe bien qui sûr. aurait pu finalement pu se regrouper. Là, on regroupait Auteuil, Boulogne avec tous les antagonismes non, qu'il y ça avait. marchait pas. Non, mais vous n'aviez pas de crainte par rapport à ça? Non, j'avais aucune crainte, parce que la preuve, les fâcheux, Oui, ils sont partis. ils n'ont pas envie de revenir. Ils n'ont pas envie de revenir. Non, mais ils n'ont pas envie de revenir. Voilà. Les plus gênés ne viennent pas. Et comme c'est de l'aléatoire, moi, quand je vais au cinéma, je ne sais pas s'il y a à côté de moi, j'ai un LFiste, un gars du Front National, un noir, un asiatique, je ne sais pas. Et c'est comme ça que j'ai eu ce flash. Je me suis dit, bon, bah, comme on doit rebattre les cartes et qu'on suspend les abonnements à un moment, ceux qui ne peuvent pas tolérer d'avoir des gens différents, ils ne viendront pas. Et ils ne sont pas venus. C'est pour ça, c'est que comme ça qu'on a réglé le problème. On a emmerdé tout le monde, c'est sûr. Mais on a réglé le problème comme ça, parce que les violents, les gars, ils ne pouvaient pas y prendre le riz. Et en plus, comme ils pouvaient se trouver qu'à 5, pas plus au début, c'est ça l'idée. Moi, j'ai une question sur ce qui s'appelait à l'époque la territorialité. Il y avait 2 médiateurs qui vous ont aidé pendant le plan Le Proust, si j'ai bonne mémoire. Alain Kézac, donc ancien président, et Franck Borotra. Et en regardant un peu des articles ces derniers jours, je me suis aperçue que sur la question de la territorialité, c'est-à-dire faire revenir à un moment des abonnements fixes en virage, ils n'étaient pas d'accord entre eux, déjà eux deux. J'ai lu que Alain Kézac, lui, il souhaitait que les abonnements fixes en virage reviennent et que Franck Borotra, au contraire, qui était l'autre médiateur, souhaitait que ça reste aléatoire. C'est compliqué quand même. Non, c'est pas compliqué. Mais vous mettez le doigt sur... faut pas... Il y a 2 médiateurs, mais c'est parce que ce sont 2 personnes physiques. Mais vous aviez sur le même plan les associations. Oui, sur le même plan, qu'on n'appelle pas médiator, la LICRA, SOS Racisme, et les politiques. La mairie de Paris, Bertrand Delanoë était très investi là aussi là-dessus, et puis le ministre de l'Intérieur aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que les associations, Borotra, et moi j'ai fait volontairement ce mélange à la fois de sensibilité politique. Je sais que je connais Alain Kézac et ses sensibilités, je connais Franck Borotra et d'autres sensibilités, je savais que j'aurais un discours différent. Je voulais simplement responsabiliser les uns les autres, sachant que c'était moi qui décidais à la fin. Parce que c'est pareil, il faut toujours avancer, il fallait s'en sortir et avancer. Et en même temps, on avait des matchs. Et il fallait essayer d'être bon et d'avoir un parcours honorable. Mais en effet, ils pensaient différemment, mais ça permettait aussi d'alimenter. Par exemple, j'ai eu pas mal d'inputs de la part de la LICRA, de la part de SOS Racisme. Puis ces gens-là ont aussi des organes de dialogue avec certaines sensibilités des groupes ultras. Aussi, ils dialoguent plus facilement. À l'époque, moi, j'étais le diable, donc je ne pouvais plus dialoguer avec des gens que je voyais avant. Je ne pouvais plus les voir, ils ne voulaient plus me voir. Bon. Les ultras, quoi. Les leaders. Oui, les leaders. Oui. Non, ça, vous étiez blacklisté. Comme eux. Oui, donc il fallait trouver des relais et des gens qui pensaient à l'avenir du PSG et comment on pouvait avancer ensuite, tout en dialoguant avec les ultras pour leur dire, bon, ben revenez, on n'arrêtait pas de leur dire, revenez, progressivement avec tel et tel. Et en effet, certains disaient, c'est plus mon parc, c'est plus mon truc, je reviens plus. D'autres, ils ne revenaient plus parce qu'ils avaient des mauvaises intentions et puis ils avaient vieilli, ils ne voulaient plus, etc. Bon, puis pas mal sont revenus quand même. Et du coup, au niveau du rachat, parce que ça se fait un peu dans cette même temporalité, est-ce qu'il y a eu des échanges avec le Qatar pour savoir ce qu'ils souhaitaient aussi, ou est-ce qu'à un moment donné, ils ont pris le package tel qu'il avait été préparé par vous et votre équipe? Alors c'est là, ce que vous devez savoir, vous allez dire, le Proust, c'est un pauvre type. Non, du tout. C'est que moi, j'ai rien à voir avec le rachat. Ouais. Mais rien. C'est-à-dire que faut bien voir qu'un dirigeant, encore une fois, moi, j'avais le pouvoir dans le club. Mais je ne suis pas le propriétaire du club. Et Sébastien Bazin, il s'est bien gardé de me dire les discussions qu'il avait avec les uns ou les autres, le Qatar, ou encore, je ne sais pas, peut-être un Américain. Donc il ne vous dit pas, attention, il faut faire mais quand il me dit oui, fais le plan, au moment où je lui dis, écoute, moi, je suis prêt à assumer un truc pour pacifier le parc. Et je vais aller jusqu'au bout, je vais l'incarner, je vais le mettre en place, j'ai réfléchi à tout ce qu'on s'est évoqué. Maintenant, si tu ne veux pas, ce ne sera pas de ma faute. Moi, je me dois d'imaginer quelque chose, je suis prêt à ça, mais si tu ne veux pas, ok, accepte ma démission. Peut-être que s'il me dit oui, c'est peut-être parce que lui, il est très avancé dans son accord de vente.
Peut-être, hein, mais ça, je ne sais pas. Je n'ai même pas été lui demander. Ça ne me regarde pas. Moi, j'ai appris dans mes fonctions. Un président, c'est comme un entraîneur. Hein, c'est viré du jour au lendemain. Hein. Moi, je fais 5 ans chez RTL. On m'a remercié au bout de 5 ans. J'avais sauvé la boîte, machin. Et ça, je ne demande pas pourquoi. C'est comme ça. Un président, c'est révocable ad notam. Hein. Boum, direct. Moi, j'ai appris ça. J'ai aucun problème d'ego. Mais quand je suis en place, j'exerce vraiment le pouvoir avec les équipes et pour le mieux possible de l'entreprise. Donc, je n'étais pas au courant de ces discussions et je n'ai jamais eu de réunion où discuter avec le Qatar. Et j'ai fait la connaissance de Nasser et du Prince quand la vente a été faite. Est-ce qu'on peut aller vers la conclusion de l'émission, les amis? Est-ce que vous avez des questions qui vous restent en travers de la gorge? Question. Moi, j'ai une question. Tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y. Est-ce que, Robin Leproux, et la question s'adresse aussi à vous, est-ce que le moment qu'on vient de passer a été déjà agréable? Et est-ce que vous avez eu l'impression que c'était une discussion utile, Monsieur Leproux? Ah bah pour moi, c'est toujours utile. C'est de dialoguer avec des personnes engagées, passionnées au club, vers lesquelles j'ai une forme de dette, où je dois m'expliquer pour toujours pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'ai pas fait autrement. Et puis, au moins, la sincérité de mon engagement qui est réelle. Et puis peut-être, comme vous l'avez dit, un peu qui je suis, d'où je viens, pour qu'on tombe pas dans des caricatures. Oui, c'est toujours important pour moi, oui. Et vous, Céline? Non, pas de question. Je pense que le président était clair sur le pourquoi du... Mais est-ce que cette conversation, elle t'a plu? Elle t'a intéressé? Elle t'a bougé? Je sais pas. Oui, c'est effectivement quand il nous dit qu'il devait. Enfin, moi, j'ai toujours même ce souvenir à l'époque où vous aviez évoqué votre rencontre avec les parents de Yann Laurence. Ah oui, ça, mais c'est quelque chose qui m'avait touchée, presque bouleversée et que j'ai encore en tête aujourd'hui. Donc, même si je suis pas en accord avec ce qui s'est passé, je ne peux qu'accepter en tout cas cette décision. Oui, mais moi, que la vous avez seule prise question par que j'ai rapport à envie de ça. vous poser, c'est est-ce que vous étiez, ou est-ce que vous êtes, peut-être que la temporalité amène à une réponse différente, que le PSG allait disparaître? Est-ce Non, qu'on je était pense que- conscient de ça? Non, moi j'avais pas cette Et conscience. aujourd'hui, vous pensez qu'il aurait disparu, ou vous pensez, à l'époque, vous disiez non, et aujourd'hui, vous pensiez qu'il était en réel danger et qu'il aurait disparu, ou il n'aurait pas disparu? Bah, après notre échange et ce que vous évoquez, effectivement, ça me convainc peut-être un peu plus de ça. Mais c'est vrai que la temporalité fait que le Qatar est arrivé aussi très rapidement. Donc, on n'avait pas cette conscience que tout pouvait s'arrêter du lendemain. Au final, tout était dans les clous, j'avais l'impression. Hein. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand on nous Non, mais disait... vous ne pensez pas une seule seconde qu'ils auraient racheté s'il y avait encore de la violence, quand même? Fred. En fait, c'est la grande zone d'ombre. En fait, à titre personnel et sans rentrer dans les grandes théories du complot, par contre, on se pose des questions. Bien sûr. Oui. Moi, je me pose des questions. C'est délicat parce que l'échange est très agréable, très enrichissant et merci de l'avoir organisé. Voilà. Est-ce que, au final, vous le dites, est-ce que les Qataris auraient racheté avec cette violence? Est-ce que les Qataris auraient racheté avec aussi des supporters pas forcément violents, mais contestataires et qui aiment bien payer leur place vraiment pas cher et s'organiser comme ils veulent dans une tribune? Moi, la réponse que je vous apporte en mon intime conviction, puisque je n'ai pas participé à la vente, etc., du tout, c'est que c'était pas jamais il serait venu acheter un club raciste et violent avec de la violence dedans. Quand on regarde, c'est pas possible. Je pense que jamais ils auraient fait ça. Ça semble assez évident. Jamais ils auraient fait ça. Moi, je trouve que la question, j'ai donné la parole à Manu en conclusion, mais moi, la question qui me reste vraiment le plus, c'est comment est-ce possible que les autorités étaient aussi lâches avant? C'est vraiment la question qui me reste et de toute façon que j'ai depuis même bien avant le plan Leproux. Je voyais la situation, je me disais mais comment c'est possible que ça perdure? Je trouve très difficile à accepter. Manu? Non, moi j'ai passé un très très bon moment aussi, très très enrichissant. Et voilà, moi j'ai écouté vos explications. Je suis pas d'accord avec vous sur tout, mais ce que j'ai aimé, c'est que vous ne vous êtes pas défaussé. Moi, je craignais un peu vous nous disiez, bon, c'était pas vraiment ma décision, j'étais obligé, machin, et vous avez tout assumé. C'est-à-dire, vous avez vraiment dit, c'était mon plan, c'était pas mes collaborateurs, c'est pas les pouvoirs publics. Comme vous l'avez dit, et ça, c'était quelque chose, moi, que j'avais pas forcément intégré, c'était que la décision devait venir du club.
Et voilà, ça c'est ce que vous avez incarné, et c'est ce que je salue, parce que c'est une forme de courage aussi de pouvoir assumer, et c'est ce que tous les présidents du PSG n'ont pas forcément su faire avant. Voilà. Et la C'est ce qu'il faut couronne dire. est lourde à porter. C'est pas une couronne, oui, c'est le fameux dispositif qui a embêté, qui a déstabilisé, perturbé, Traumatisé, je pense qu'on peut le dire. traumatisé aussi pour les plus, vraiment les plus engagés. Moi, j'en ai eu conscience dès le premier jour. C'est pour ça que ce qui avait été vécu par certains comme un gadget ou les tribunes famille gratuites pour les femmes, pour moi, c'était ce que je voulais donner comme accès, montrant que c'était pas si. Parce que ce qu'on a oublié aussi de dire, c'est qu'on pouvait plus venir avec ses gamins, avec ses machins, parce qu'on se retrouvait au milieu d'un fight entre les deux tribunes. Vous aviez un gamin de 10-12 ans, c'était compliqué quand même. Si vous étiez un casu qui avait décidé d'emmener au stade et que vous connaissiez pas les bons parcours safe, vous pouviez vous retrouver dans un truc, au milieu d'un truc pas bien, quoi. Voilà où on en était. Et c'est pour ça que sur quoi j'ai insisté, c'est que le club allait vraiment disparaître. On va conclure, Robin Leproux, en disant ce que nous, on sait déjà autour de la table parce qu'on en a discuté tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes un gamer. Je sais que la conclusion est totalement inattendue pour tout le monde. C'est inattendu. Vous avez créé une salle pour les gamers de gaming rue de Rivoli en 2021 qui s'appelle eSpot, dans laquelle Kylian Mbappé vient jouer parfois, mais dans laquelle tous les gamers peuvent venir jouer. Ah oui, et puis on vient jouer. Il y a les ultras, ceux qui jouent très engagés, très forts sur un club. Du gaming. Non, mais vous prenez par exemple un club de pro comme la K-Corp, il y a les ultras de la K-Corp. Mais vous avez aussi les... chez Vitality, chez machin, il y en a aussi. Mais, et puis sinon, vous avez les casus, les familles, les filles qui viennent, les copines qui viennent entre elles. On a parlé des tournois de Valorant, de Just Dance, de Mario Kart, etc. Bon, c'est un endroit de gaming pour tout le monde. Voilà. Et vous n'êtes pas hyper fort en League of Legends, mais par contre, vos jeux, vous êtes très fort, c'est quoi? Je suis pas très fort. J'étais un footballeur moyen plus et je suis un joueur de jeux vidéo moyen plus. Alors, votre jeu préféré, c'est quoi? Moi, je joue depuis le début à World of Warcraft, à Hearthstone, voilà, ces jeux-là. Voilà, la conclusion inattendue, pleine de vie, et c'est bien de finir aussi sur le futur, sur la vie. Merci à vous tous, merci Pia, merci à vous trois. Merci Robin Leproux, merci à vous tous qui nous avez écoutés en entier, parce que c'est l'émission la plus longue depuis le début de la saison. C'était un moment effectivement riche. Merci à tous, et à la suite au prochain épisode.